Voilà. Merci. Dans le micro, on n'entend pas. On n'entendra toujours pas. Comme ça va? Attendez, je vais mettre là. Un immense merci d'avoir accepté notre invitation. On n'entend pas, je n'entends pas. Vous n'entendez toujours pas? De venir jusqu'à Sierre, même pas 24 heures. Vous venez de revenir des États-Unis et vous allez partir demain ou après-demain en Éthiopie. Non, pas demain après-demain. Non, j'aimerais bien partir demain en Éthiopie, mais non. Voilà. De toute façon, c'est un immense privilège de vous avoir et de pouvoir vous accueillir ici. Voilà. Oui, à l'honneur et une joie de vous accueillir, la reporter d'investigation, photographe, cinéaste et écrivaine de choc, lauréate de prix prestigieux, entre autres Albert Londres, le prix Albert Londres et le prix Rachel Carson, la créatrice de la pensée écologique. Votre regard perçant, votre regard perçant sillonne le monde, à l'affût de toutes les atteintes à l'être humain et à son environnement. Vous avez tourné plus d'une quarantaine de films relatant vos enquêtes sur le terrain, toujours rigoureuses et scientifiquement fondées. Des enquêtes en particulier sur les méfaits du glyphosate, bienvenue ici, vous conduisant à lancer des alertes percutantes, dénonçant courageusement les géants de l'agrochimie, tels les Monsanto et compagnie. Et votre regard ne cesse de s'amplifier, percevant toujours plus profondément les liens entre les modes de production et de consommation, ainsi que les effets en boucle sur la santé tant de la nature que des êtres humains. Ces liens d'interdépendance interactive révélés au grand jour par la pandémie actuelle. Celle-ci préfigure-t-elle une pandémie d'épidémie générée par les nouveaux virus émergents de la destruction des écosystèmes naturels? Les très nombreux scientifiques interrogés dans votre dernier livre le démontrent lumineusement. Dernier livre que vous pouvez acheter quand vous partirez d'ici et vous faire dédicacer par la même occasion. Votre fabrique des pandémies, traité magistral d'une véritable écologie de la santé, se lit comme un roman policier, traquant à la fois les activités humaines générant la disparition progressive de la biodiversité et les causes de l'aveuglement des décideurs. Car, comme le disent les scientifiques cités, cette pandémie était prévisible et aurait pu être évitée si les politiques et les scientifiques avaient bien recherché des nouveaux virus, vaccins ou autres parades défensives que les causes de leur émergence. Et surtout, s'ils n'avaient pas été prisonniers d'une pensée catastrophiste et belliqueuse, plus efficacement pourvoyeuse de fonds, notamment pour la recherche, qu'une pensée préventive remettant en cause nos modèles économiques et sociaux. Un constat à la fois désolant, mais aussi porteur d'espoir, car les clés de ces systèmes de pensée sont entre nos mains, si nous acceptons d'en prendre conscience et en tirer les conséquences. Cette prise de conscience est-elle réaliste, maintenant que ce virus touche à la santé de tous? Un peu comme Mireille Delmas-Marty, qui nous disait que finalement, merci le réchauffement climatique, parce que maintenant nous sommes acculés à devoir agir. Car comme le dit la danseuse d'alerte que vous êtes, devenue danseuse d'avenir, vos dernières enquêtes indiquent que les changements nécessaires sont possibles. Merci pour cette pensée positive, nous appelant à penser, vivre et agir autrement. Mais comment le faire concrètement? Ceci est une autre belle manche qui ne manquera pas de vous donner une nouvelle occasion de revenir en bas. Merci d'ores et déjà pour toutes vos alertes, vos appels et votre souffle d'espoir. Merci. Merci beaucoup. 1, 2, 3, ça marche? Oui, vous m'entendez? Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici et bravo pour ceux qui sont venus cet après-midi, parce qu'avec le beau temps qu'il fait, j'imagine que ce n'est pas si facile. Hein, on est d'accord? Bon.
Donc je vais présenter donc dans un premier temps le résultat de cette recherche donc, qui a conduit à l'écriture de ce livre, La fabrique des pandémies, dans lequel j'ai interviewé 62 scientifiques. Il y en a un qui est ici d'ailleurs, qui viendra me rejoindre ensuite à la table. En plus, c'est un scientifique suisse, donc voilà. Et pour lequel maintenant je prépare aussi un film, un documentaire qui va accompagner ce livre. Parce qu'en général, moi je fais toujours un film, un livre, ça sort en même temps. Mais vous voyez bien qu'avec le confinement, c'était difficile. Donc j'ai d'abord écrit le livre et c'est fondé sur des entretiens par Skype avec ces scientifiques. Donc et tout ça s'est passé entre janvier 2020 et novembre 2020, à la fin de l'écriture de mon livre. Alors avant de vous expliquer ce que j'ai découvert à travers les scientifiques, parce que je ne suis qu'une passeuse, moi, c'est mon métier, je vais vous présenter un petit trailer, comme on dit dans le jargon, du film qui sera diffusé normalement le 22 mai 2022, y compris en Suisse, parce qu'il sera diffusé sur la RTS et la RSI. Voilà, donc on va peut-être couper la lumière, je ne sais pas si on peut couper la lumière, et vous allez voir qu'au film est associée notamment Juliette Binoche, la comédienne Juliette Binoche. J'ai toujours eu des endroits, des sentiments ambivalents qui se lèvent en moi. Le Muséum d'histoire naturelle est le berceau de ma famille scientifique. Ces arbres qu'on dresse comme des statues. Ma recherche est liée à la déforestation et à la destruction des écosystèmes. Ces dépouilles d'animaux qu'on a recousus pour imiter la nature. Depuis que Homo sapiens est sorti d'Afrique, il y a 180 000 ans, il n'a cessé d'échanger des parasites avec les animaux sauvages et domestiques. Semblant de vie, reflet de mort, miroir tendu à nous autres humains. Notre puissance, nos limites. 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, dont un quart des mammifères. Étoile dodo. Qu'est-ce que t'en penses? Serais-tu un avertissement pour les humains qui t'ont fait disparaître? Ma salle préférée, celle des espèces disparues ou menacées. Beaucoup trop petite pour signifier l'ampleur du désastre qui risque de nous emporter tous. Si les animaux continuent à disparaître, quelles seront les conséquences pour nous humains? Alors si les animaux disparaissent, nous disparaissons aussi, parce qu'on a besoin d'eux pour être en bonne santé. Nos destins sont intimement liés. Sans biodiversité, il n'y a plus de vie possible. Mais pourquoi est-ce qu'il faut préserver les forêts tropicales? En fait, les forêts tropicales, ce sont encore des derniers réservoirs de nature sauvage, où il y a une diversité énorme, donc une diversité animale, végétale, mais aussi microbienne, d'agents infectieux. Et donc tout ça est un équilibre précaire, mais dynamique. La forêt sert de cohésion à tout cet ensemble-là, et en fait, en la détruisant, on ouvre les portes à ces virus
liées à ces bactéries pour s'échapper et venir coloniser les villages, les villes, et puis après avec des apparitions très vite du monde entier. Comment ça s'appelle, nous? Dis-moi, qu'est-ce que... Voilà. 1, 2, 3, voilà. Donc, petite rentrée en matière. Donc, pour moi, cette enquête, la fabrique des pandémies, préserver la biodiversité, c'est protéger notre santé, a commencé, j'allais dire, presque fortuitement, parce que en janvier 2020, je suis tombée sur un article du New York Times, le journal américain, qui disait, le titre c'était « We made the coronavirus pandemic ». C'est donc nous qui avons fait cette pandémie. Et évidemment, nous, c'était les humains, n'est-ce pas? Alors j'ai fait ce que je fais depuis 35 ans, je dis toujours dans la vie que je tricote, et c'est vrai, je tricote pour de vrai. Et là, j'ai tiré la pelote. Dans cet article, il y avait des scientifiques qui étaient cités, et j'ai cherché à les contacter, dont le premier d'entre eux, d'ailleurs, c'était Serge Morand, qui est associé à ce film et à ce livre, qui est un chercheur du CNRS, écologue de la santé, parasitologue, qui travaille en Thaïlande. Et j'ai eu un accueil très chaleureux parce qu'il m'a dit merci de m'avoir appelé parce que j'attendais que ça. Il avait lu mon livre Le Monde sans le Monsanto, qui est une autre enquête que j'ai faite il y a une dizaine d'années, n'est-ce pas? C'est un film et un livre. Et il m'avait dit, je rêvais que tu nous rassembles, tous les scientifiques qui, comme moi, disent depuis une vingtaine d'années, attention, si nous ne revoyons pas notre rapport à la nature, à l'environnement, nous allons au-devant de ce qu'il appelle, lui, une épidémie de pandémie. Voilà. Et qui, pour lui, d'ailleurs, a déjà commencé. Parce qu'en fait, je découvre très rapidement que nous sommes très, très focalisés, en fait, sur la Covid-19. Mais avant, on va remonter 30 ou 40 ans en arrière, il y a eu beaucoup d'autres maladies infectieuses émergentes. Donc, pourquoi elles sont émergentes? Parce qu'elles n'existaient pas avant. Ou elles ont évolué. Vous voyez, ce sont par exemple, on pense à la tuberculose qui avait disparu. Et il y a des adaptations parfois de bactéries qui vont faire, etc. Mais enfin voilà. Alors je vais donner quelques exemples. Ebola, par exemple, en Afrique, évidemment, 1976. Le sida, parce qu'on a tendance à oublier que le sida est une zoonose, c'est-à-dire une maladie transmissible, qui est transmise des animaux vers les humains, et une maladie émergente dans les années 80. Vous allez voir, peut-être que je vais y revenir, mais en fait ça a commencé bien avant qu'on déclare officiellement qu'on avait découvert cette nouvelle maladie. Elle circulait déjà depuis un certain temps, et très probablement depuis l'histoire de la colonisation européenne en Afrique. Donc, vous voyez, mais avant que le virus s'adapte suffisamment pour devenir un risque épidémique, voire pandémique, ça a pris du temps. Mais il y a aussi le premier SARS, vous voyez, en 2003, ou Zika, le chikungunya, c'est toute une série de maladies émergentes qui sont finalement très nombreuses. Et qu'est-ce qu'ils disent ces scientifiques? Alors donc, du coup, moi je me lance dans cette enquête et j'interviewe 62 scientifiques, parasitologues, zoologues, infectiologues, vétérinaires, d'origine en tout cas, médecins, anthropologues, et qui ont tous en commun qu'ils ont développé une vision globale de la santé. On va vers ça, je vais vous expliquer ce que ça veut dire après, et c'est ce qui les relie. En plus, évidemment, ils ont chacun une spécialité, ils sont excellents dans leur spécialité, mais ils ont en commun cette vision globale de la santé. Et donc, qu'est-ce que je découvre d'abord dans un premier temps? C'est que dans l'histoire de l'humanité, en fait, on a connu plusieurs grandes transitions épidémiologiques, et j'aimerais vous les rappeler en quelques mots, parce qu'il faut replacer ce qui nous arrive, en fait, dans un contexte beaucoup plus large, qui permet aussi de comprendre les spécificités de ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors, l'espèce humaine est la plus parasitée de toutes les espèces animales, parce qu'on estime qu'il y a 1400 parasites et microbes infectieux qui sont répertoriés, et dont plus de 60% sont d'origine zoonotique, c'est-à-dire que ces agents pathogènes proviennent d'animaux, sauvages ou domestiques. D'accord ? Et les humains ont acquis ces pathogènes lors de 3 grands événements majeurs. Donc on parle des 3 premières transitions épidémiologiques, l'idée étant qu'aujourd'hui nous sommes dans la 4e, et le but de cette
conférence, c'est justement de comprendre c'est quoi la caractéristique. Hein. Donc là, pour faire très simple et schématique, la première, c'est évidemment lorsque nous, les proto-humains, nous sortons d'Afrique, n'est-ce pas? Alors il dit 180 000 ans, il y en a qui disent 150, bon, voilà. Et on sort avec, évidemment, avec un fardeau d'agents pathogènes dont nous avons hérité d'un ancêtre commun, un primate, bien évidemment. Et ensuite, on va conquérir l'Asie, puis l'Europe, et au fur et à mesure de cette conquête, nous allons acquérir de nouveaux agents pathogènes. La deuxième grande transition épidémiologique s'est passée lors du néolithique, c'est-à-dire lorsque les chasseurs-cueilleurs se sédentarisent, pratiquent l'agriculture et l'élevage, en domestiquant les animaux sauvages. Et moi, je n'avais pas réalisé à quel point cette période de l'histoire de l'humanité s'est accompagnée certainement d'une grande hécatombe en termes de aussi bien les humains que les animaux, parce qu'ils ont échangé énormément d'agents pathogènes, n'est-ce pas? Et au départ, comme les humains n'avaient pas de protection ou d'immunité contre ces agents pathogènes, ça a dû faire beaucoup de morts. Et je rappelle que le premier centre de domestication animale, c'est l'Asie, hein, qui nous a donné énormément d'animaux domestiques. Le chat, le buffle, le bovin, le mouton, le cochon, la chèvre, le chameau, le cheval, le canard et le poulet. Donc tous ces animaux sont nés, si j'ose dire, le centre d'origine, c'est l'Asie. Et bien sûr, tous les commensaux, c'est-à-dire les rats et les souris. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de maladies, on commence souvent là-bas, parce que c'est de là-bas sont nés, si j'ose dire, les rongeurs. Et donc, par exemple, lors de cette révolution agricole, donc du néolithique, on sait que le virus de la variole provient d'un rongeur d'Asie qui a infecté un chameau, puis les humains, lors de la domestication des camélidés en Asie centrale. C'est un exemple. Voilà. Donc on voit bien que les bouleversements écologiques, ça c'est une première leçon, mais il faut la retenir, y compris pour aujourd'hui, engendrés par l'activité anthropique, c'est-à-dire des humains, et la proximité des humains avec les animaux, sauvages et domestiques, sont à l'origine de toutes les pandémies qu'a connues l'humanité, et lesquelles émergent principalement en Asie, où ont été domestiquées la plupart des espèces animales. Alors la troisième grande transition épidémiologique, c'est bien sûr quand nous, les humains, toujours, nous lançons c'est la première étape de la globalisation, tous les échanges commerciaux, les routes de la soie, etc., hein, qui va faire que on est très marqué dans l'histoire européenne par les grandes pestes du Moyen-Âge. Mais pourquoi? Parce que les rats qui venaient d'Asie, comme je viens de le dire, ils montaient dans les cales des bateaux et ils étaient porteurs du bacille de la peste. Et évidemment, cette peste arrivait ensuite dans tous les ports du monde. Hein. C'est comme ça qu'on a eu les premières grandes pandémies mondiales. Il y a eu aussi, bien sûr, pendant cette période, les conquêtes européennes qui ont fait vraiment provoquer des hécatombes, par exemple en Amérique du Sud, où, alors la liste est très longue, hein, je suis obligé de lire mon papier, c'est ce qui est incroyable. On estime qu'il y a eu 50 millions de morts hein, après l'arrivée des conquistadors espagnols, dû à différentes causes, notamment l'exploitation des Indiens d'Amérique évidemment, mais aussi le fait qu'ils ont été du jour au lendemain confrontés à des maladies infectieuses importées par les Européens, les conquistadors, comme la peste bubonique, la varicelle, le choléra, la diphtérie, les grippes, la lèpre, le paludisme, la rougeole, la variole, la fièvre typhoïde, la coqueluche et le typhus. Donc ça fait beaucoup hein, pour des gens qui n'ont aucune immunité évidemment contre ces maladies qui n'existaient pas à l'époque dans ce continent. Donc on le voit, la troisième petite leçon sur cette troisième transition épidémiologique, c'est l'avènement des métropoles urbaines et du commerce international, d'abord par les voies maritimes, qui ouvrent la voie de l'empire des pestes. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Sauf que la globalisation, c'est pas que des bateaux aujourd'hui, vous savez bien, c'est aussi les avions qui font qu'un virus qui sort d'une forêt quelque part en Asie, on va voir dans quelles conditions, peut se retrouver à l'autre bout du monde le temps d'un long courrier, évidemment. Voilà, alors ça c'est la première chose. Et ce qu'on découvre aussi, et ça c'est très intéressant, c'est que les agents pathogènes ne sont pas distribués par hasard sur cette planète. Il y en a beaucoup où il y a une grande diversité, c'est assez logique, donc c'est dans les zones tropicales. Là où vous avez une grande diversité animale, végétale, vous avez aussi plus d'agents pathogènes potentiels qui peuvent être des virus, des bactéries ou des parasites, n'est-ce pas? Alors, à ce stade-là, quand on entend ça, on se dit, si c'est comme ça, autant raser toutes les forêts tropicales, n'est-ce pas? Et puis, vous allez voir qu'en fait, la démonstration que m'ont fait ces scientifiques que j'ai interviewés, c'est que c'est tout le contraire que ça produirait. La solution, ce n'est pas de raser les forêts tropicales,
et les 3 réservoirs principaux, ou éradiquer les 3 réservoirs principaux d'agents potentiellement dangereux pour les humains, qui sont dans l'ordre les rongeurs, ensuite les primates et ensuite les chauves-souris. Parce que si on fait ça, eh bien on va au-devant de grandes catastrophes sanitaires. Voilà. Alors, je raconte souvent une histoire qui introduit un petit peu les causes principales de cette épidémie, on va dire, de maladies infectieuses qui caractérise les 30-40 dernières années. C'est l'histoire du virus Nipah, qui est un virus qui est apparu en Asie et très exactement en Malaisie en 1998. L'histoire est la suivante: on déforeste sur l'île de Bornéo pour implanter des monocultures de palmiers à huile. Les chauves-souris qui vivent, quand on déforeste, on brûle toute cette forêt primaire. Et ça brûle d'autant mieux qu'en plus il y a un événement climatique El Niño, parce que souvent le climat va en rajouter une couche, si j'ose dire, et ça brûle énormément. Donc du coup, les chauves-souris qui vivent dans cette forêt sont obligées de s'enfuir. Alors moi je dis souvent que je suis tombée amoureuse des chauves-souris après avoir entendu parler des spécialistes des chauves-souris. Et là, depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai commencé à tourner mon film. J'étais au Gabon très récemment avec l'un des meilleurs spécialistes des chauves-souris, virologue dans un laboratoire P4 à Franceville, et je suis allée au fin fond de la forêt tropicale du Gabon, dans des grottes absolument impressionnantes. Il y a des milliers et des milliers de chauves-souris. Et en fait, les chauves-souris, vous savez, ce sont les seuls mammifères volants, et on ne réalise pas à quel point c'est une prouesse, c'est tellement une prouesse que nous avons toujours rêvé de voler, n'est-ce pas, comme Icare. Mais les chauves-souris, elles le font, et pour le faire, elles ont développé un métabolisme très particulier. Bon, je ne rentre pas dans les détails, comme vous allez lire mon livre, n'est-ce pas, après. Bon, c'est déjà fait là, oui, je vois. Et donc ce métabolisme particulier fait qu'elles ont une température assez élevée. Je fais très simple parce que pour pouvoir voler, enfin bref, c'est pas le but de cette conférence, mais en tout cas cette température élevée va leur permettre notamment de pouvoir héberger plein de virus, par exemple, sans tomber malade. Et donc elles sont ce qu'on appelle des porteurs sains, c'est-à-dire elles ont des centaines de virus et elles ne développent aucun signe clinique, d'accord ? Aucun signe clinique d'infection. Sauf que, et ça vous verrez, c'est très intéressant, les scientifiques, là j'étais récemment à Atlanta, n'est-ce pas, vous parliez des États-Unis, avec un spécialiste des chauves-souris, mais aussi des virus, qui a mené des études très intéressantes, notamment au Costa Rica et à Madagascar, qui montraient que quand on perturbe l'habitat naturel des chauves-souris, elles stressent. On a mesuré les hormones du stress dans leurs excréments, le guano, etc. Et quand elles stressent, elles se mettent à excréter tous les virus dont elles sont porteuses. Alors évidemment, en excrétant, elles peuvent très bien contaminer les animaux sauvages qui sont par là, ou des aliments. Vous voyez. Et dans mon histoire, je reviens à mon histoire, elles se sont enfuies, elles se sont rabattues sur les côtes de Malaisie, où on avait implanté des monocultures de manguiers au-dessus de grandes fermes porcines industrielles à ciel ouvert. Alors là, vous avez tout là. Les chauves-souris, elles mangent les mangues, parce qu'elles ont faim. Ce sont des chauves-souris en plus qui sont frugivores, parce que vous savez, les chauves-souris carnivores, enfin, celles-là, elles sont frugivores. Elles défèquent ou elles font tomber des mangues qui ont été mordues, vous savez. Et les cochons qui sont en dessous s'infectent avec un nouveau virus qu'on va appeler le Nipah, c'est le nom de la localité. Et il faut savoir que nous sommes des cousins très proches des cochons, n'est-ce pas ? Puisque nous partageons 95% de nos gènes avec eux. Donc si on veut humaniser un virus d'origine zoonotique, donc par exemple d'une chauve-souris, souvent, enfin pas souvent, il faut toujours passer par un animal intermédiaire qui va permettre au virus de se réaménager, comme disent les virologues. Et si vous voulez aller très vite vers l'homme, le meilleur intermédiaire, c'est le cochon. D'où le grand problème des élevages intensifs de cochons. Voilà. Et donc, résultat, alors c'est grave, le virus Nipah provoque des pneumonies extrêmement graves, et on en meurt à 70% des cas, donc c'est pas rien. Les cochons meurent, les ouvriers agricoles meurent des fermes porcines, et après, ironie de l'histoire, les cochons ne sont pas consommés en Malaisie, c'est un pays musulman, on les exporte vers Singapour pour ensuite être vendus en Chine, globalisation, et hop, le virus prend le bateau, et voilà comment la maladie arrive à Singapour. Donc voilà, vous avez là tous les ingrédients principaux qui vont contribuer à l'émergence de maladies infectieuses. Donc, vous l'avez compris, la déforestation, qui peut être provoquée par différentes causes, évidemment. C'est-à-dire, vous êtes dans une forêt primaire où il y a un grand potentiel d'agents pathogènes, mais qui,
si on n'intervient pas, agissent à très bas bruit. Vous allez voir, c'est la partie la plus importante des études que je vais vous présenter. Mais quand on intervient, soit pour faire des routes, pourquoi on fait des routes? Parce qu'on va peut-être exploiter des mines. J'étais en Guyane pour le film, c'était l'orpaillage par exemple, n'est-ce pas? Parce qu'on va faire des monocultures de palmiers à huile, ou en Amazonie de soja pour nourrir les élevages intensifs européens, n'est-ce pas? Ou parce qu'on va faire de l'élevage, comme au Brésil, et éventuellement pour l'exporter, si on signe l'accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud, c'est ce qui est prévu, n'est-ce pas? Donc vous voyez, ou pour urbaniser, donc toutes ces actions anthropiques au milieu des forêts tropicales et qui vont contribuer donc à la déforestation, n'est-ce pas, sont l'une des causes de l'émergence de ces maladies. Parfois il y a aussi un aléa climatique, je vous l'ai dit rapidement pour ce qui est du virus Nipah, et puis d'une manière générale l'élevage intensif qui joue un rôle d'amplificateur, qui peut jouer un rôle d'amplificateur, comme on vient de voir avec l'histoire du Nipah, et l'intégration dans le marché global, la globalisation. Voilà. Alors, maintenant on va aller vers... je vais vous expliquer pourquoi, quel est le lien entre la destruction de la biodiversité et ce qu'on appelle les zoonoses, et ensuite dans un deuxième temps on comprendra pourquoi la biodiversité protège justement contre l'émergence de maladies infectieuses. Alors en 2008, la Britannique Kate Jones, qui dirige la chaire d'écologie de biodiversité à l'University College de Londres, a publié une étude pionnière dans Nature. Elle a identifié 335 maladies qui sont apparues entre 1960 et 2004. 335 maladies émergentes. Et elle a constaté que près de 70% provenaient d'animaux. Et là, elle s'est rendue compte aussi que... Enfin, elle a essayé de voir... où pourrait en tenant compte d'un certain nombre de facteurs, où pourrait survenir, enfin, où était le plus grand risque infectieux. Elle en a conclu que c'était surtout dans les zones tropicales, comme je viens de vous dire, n'est-ce pas, et en Asie et en Afrique. Je note au passage que parmi les 300 et quelques maladies infectieuses qu'elle a répertoriées, un certain nombre étaient identifiés dans les pays du Nord et étaient dus à l'antibiorésistance. Parce que quand vous avez une bactérie qui devient résistante, c'est une maladie infectieuse émergente, la bactérie ayant évolué. Donc voilà. Donc en enlevant c'est important d'ailleurs, parce que l'antibiorésistance est un vrai problème de santé publique, comme vous savez, on en reparlera. Cette donnée, il n'en reste pas moins que les autres maladies infectieuses qui émergent, c'est dans les pays où il y a une grande biodiversité. C'est ce que je viens de vous dire avant. Alors, suite à cette étude dans Nature, beaucoup de scientifiques, dont Serge Morand, ont commencé à travailler sur cette question, et il a fait une étude très intéressante. Lui, de son côté, il a repris toutes les maladies infectieuses qui étaient apparues entre 1950 et 2010 dans la région Asie-Pacifique. Et donc, il avait une carte avec, là, telle année, Nipah, 1997, vous voyez, enfin, épidémie de dengue ici, chikungunya ici, etc., etc. Ou la fièvre du Nil occidental, enfin, parce que Lassa, enfin, toutes ces maladies infectieuses émergentes. La carte. Après, il a pris la carte des lieux de déforestation, vous voyez, la même carte. Puis après, il a pris la carte des animaux menacés d'extinction dans ces zones tropicales. Et les trois cartes se superposent. C'est quand même très intéressant parce que c'est même très contre-intuitif, parce que d'un côté, je vous ai dit, c'est dans les zones tropicales qu'il y a beaucoup de potentiel infectieux, vous voyez, mais quand elles disparaissent, on pourrait se dire, du coup, si les animaux sauvages disparaissent, tant mieux, hein. Non, c'est le contraire qui se produit. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi ? Et ce qu'ont montré différents scientifiques, mais les premiers donc, que j'ai bien interviewés, j'étais donc aux États-Unis il y a 15 jours, ce sont deux scientifiques américains qui ont travaillé sur la maladie de Lyme comme modèle. Et ça a inspiré après des centaines d'études qui sont répertoriées dans mon livre. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont constaté ? Alors, c'est très intéressant. On sait que la maladie de Lyme est une maladie vectorielle, c'est-à-dire qu'elle est transmise par un vecteur, en l'occurrence les tiques, qui peuvent s'infecter en mordant un réservoir qui porte une bactérie, qui est la bactérie qui donne la maladie de Lyme. D'accord ? Alors, d'abord, ils ont constaté, et c'est très intéressant parce que ça vaut pour beaucoup de maladies, qu'aux États-Unis, le réservoir de la bactérie qui peut infecter les tiques et ensuite les humains,
c'est ce qu'on appelle la souris à pattes blanches. Alors en Europe, ça peut être un autre rongeur, mais ça ne change rien sur le mécanisme, parce que dans l'évolution, ouais. Là-bas, c'est la souris à pattes blanches. Et ça veut dire qu'elle porte cette bactérie sans tomber malade, d'accord? C'est un porteur sain, c'est un réservoir, d'accord? Alors, ils ont constaté, c'est la première chose, ils ont constaté aussi que dans la grande famille des rongeurs, il y a 2 catégories. C'est vraiment une très grande famille, hein, vous savez, il y a plus de 2000 espèces, etc. Eh bien, la première famille, c'est ce qu'on appelle les rongeurs spécialistes. Ce sont des rongeurs qui sont liés à certaines niches écologiques, qui ne vivent que dans un certain type d'environnement. Je vous donne un autre exemple que vous verrez dans le film, que je suis déjà allé tourner au Mexique aussi, dans une zone protégée dans le Yucatan, la réserve de Celestún, où vous avez des mangroves absolument extraordinaires. Et dans cette mangrove vit un rongeur spécifique dont j'ai oublié le nom parce que c'est en latin, enfin bref, puis il n'existe pas chez nous d'ailleurs. Mais ce rongeur, si vous détruisez la mangrove, eh bien, il disparaît parce qu'il ne mange que certains types de graines liées à certains arbres qui ne poussent que dans les mangroves. Vous m'avez compris? Voilà, alors ça c'est les spécialistes. Et puis tous les autres, c'est ce qu'on appelle les généralistes. Eux, c'est tout le contraire. Eux, d'abord, ils se reproduisent beaucoup plus que les spécialistes déjà. Et en plus, ils mangent n'importe quoi. Donc c'est-à-dire que je fais souvent une blague parce que vous savez... moi j'ai travaillé sur Monsanto et le soja transgénique de Monsanto, j'aime pas trop, hein. Voilà. Et par exemple, ces rongeurs spécialistes, si vous détruisez une forêt primaire en Argentine ou une forêt tout court et que vous mettez à la place du soja, ils vont manger le soja. Vous voyez ce que je veux dire? Et même s'il est transgénique. Donc, et ces rongeurs spécialistes, généralistes, il se trouve que ce sont eux qui portent. Alors pour toute une longue histoire de coévolution, vous verrez ça dans le livre, les parasitologues expliquent pourquoi ce sont eux qui se multiplient beaucoup et qui mangent n'importe quoi et qui sont également les porteurs de virus ou de bactéries. Donc, qu'est-ce qu'ils ont constaté les Américains? Je reviens à Rick Osfeld et Felicia Kissing, que j'ai donc rencontrés dans l'État de New York, au nord de l'État de New York, il y a 15 jours, ils sont dans le livre évidemment. C'est que quand on fragmente une forêt aux États-Unis, fragmenter, ça veut dire faire une route au milieu d'une forêt, par exemple, parce qu'on va construire, vous savez, aux États-Unis, dans tout l'État de New York, vous avez une maison par-ci, par-là, avec une petite route. Mais la forêt, on dirait, il y a quand même une belle forêt. Non. Ou vous faites un center park, par exemple. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que d'abord, les premiers à disparaître, ce sont les prédateurs, les renards, etc. Alors, je suis aussi devenue amoureuse des renards, au passage, qui ont des vraies vertus écologiques bien méconnues et qu'on massacre, à mon avis, un peu rapidement. Quand ils disparaissent, et ils disparaissent parce qu'ils n'ont plus assez d'espace pour vivre, n'est-ce pas? Et puis disparaissent aussi tous les rongeurs spécialistes liés aux forêts d'Amérique, qui vont faire qu'ils disparaissent parce qu'ils n'ont plus leurs ressources. Donc vont proliférer les rongeurs généralistes, et notamment la souris à pattes blanches qui porte cette bactérie qui peut donner la maladie de Lyme. Donc, qu'est-ce qui fait si on veut limiter le risque infectieux pour la maladie de Lyme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une grande biodiversité, justement, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que si vous avez une nymphe une larve de tique qui attend sur une herbe que passe un mammifère pour se nourrir, parce qu'ils ont besoin de sang pour se nourrir, elle ne va pas choisir la souris à pattes blanches, bien sûr, elle va prendre ce qui passe. Mais si c'est un tamia, un écureuil, y compris des oiseaux, vous voyez, ou d'autres rongeurs que les souris à pattes blanches, donc plus il y a de grandes diversités autour de cette tique, n'est-ce pas, plus il y a d'autres non compétents, comme on dit dans le jargon des biologistes, c'est-à-dire qui ne sont pas capables de transmettre la bactérie, plus vous limitez le risque. En revanche, quand vous fragmentez les forêts, vont pulluler les souris à pattes blanches et donc vous faites augmenter le risque d'avoir la maladie de Lyme. Vous m'avez suivi? C'est ce qu'on appelle l'effet dilution. Donc, ça veut dire que la biodiversité, dilue le risque infectieux. Et moi, je l'ai vu partout où je suis allée, en Guyane notamment, effectivement, en Amazonie. C'est l'exemple des moustiques, qui est aussi donné par d'ailleurs le scientifique que j'ai interviewé avec Juliette Binoche quand on était en Guyane. Il y a 650 espèces de moustiques en Amazonie. Il y en a 2 qui sont particulièrement dangereuses pour les humains, les anophèles qui peuvent donner le paludisme, ou les moustiques tiques qui peuvent donner le Zika, le chikungunya, la fièvre jaune, etc. Et qui sont adaptés à piquer les humains. Tous les autres ne sont pas adaptés à piquer les humains. Donc quand vous avez une grande biodiversité de moustiques, la probabilité que vous fassiez piquer par un moustique qui peut vous donner une maladie est diluée. Vous m'avez suivi? Donc voilà, alors c'est important parce que je vous rappelle quand même que on sort du grand congrès mondial de la nature à Marseille, après il y aura la COP de la biodiversité
en Chine bien au printemps. C'est dit rapidement dans ce petit trailer que vous avez vu. Les nouvelles ne sont pas bonnes du côté de la biodiversité, puisqu'on parle de 6e extinction de la biodiversité. 1 million d'espèces menacées d'extinction, un quart des mammifères, 1/6 des oiseaux, 1/3 des amphibiens. C'est absolument terrible ce qui se passe. Et bien, l'une des conséquences de ça, c'est que quand on fait disparaître des espèces, c'est qu'il y a un tel dérèglement des environnements qu'on augmente la probabilité qu'apparaissent de nouvelles maladies dont nous pouvons être victimes, nous les humains. Alors, ça c'est la première chose. Alors, et la deuxième chose que je trouve très importante et qui est au centre de mon film et de mon livre, c'est que on a compris comment, quand on détruit la biodiversité dans les zones tropicales, notamment pour toutes les causes que j'ai indiquées, on contribue à l'émergence de ces maladies infectieuses. On fait sortir du bois, entre guillemets, ces virus qui étaient là à bas bruit et qui n'embêtaient personne, et qui étaient là depuis la nuit des temps. D'accord ? Et que la solution, c'est pas de détruire les chauves-souris, par exemple, parce que les chauves-souris, elles jouent des rôles écologiques très importants. D'abord, elles mangent des moustiques, par exemple, c'est bien pour limiter le problème. Elles sont, enfin, c'est très important aussi, comme vous savez qu'aux États-Unis, quand les chauves-souris disparaissent, eh bien, il faut mettre plus de pesticides dans les champs parce qu'elles sont plus là pour manger les ravageurs des cultures, etc. Et puis elles font du guano, enfin, etc. Alors, mais ce que montrent les études aussi, c'est que quand nous détruisons chez nous, alors en Suisse par exemple ou en France, la biodiversité, nous nous rendons plus vulnérables aux maladies infectieuses émergentes. Et je vais vous expliquer comment. Et ça m'a absolument... vous allez voir, pour moi, ça a remis beaucoup de cohérence dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Et notamment, ça nous aide à comprendre pourquoi dans l'épidémie de Covid-19, il y a certaines personnes, on parle de facteurs de comorbidité, qui vont plus probablement pouvoir développer des cas sévères et peut-être mourir de ce Covid, alors que les autres seront asymptomatiques. Et là, on revient au sujet de la biodiversité. Alors, ça a commencé par une série d'études absolument remarquables faites par un Finlandais que j'ai interviewé ainsi que ses collaborateurs. Je dis que c'est une histoire vraiment incroyable parce que donc la Finlande, vous savez, donc au nord de l'Europe, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme elle avait fricoté avec Hitler, a dû abandonner une partie de sa région de la Carélie, et du coup ça a donné lieu à la naissance d'une nouvelle république qui est la 16e République soviétique, la République de Carélie, et la Finlande est restée avec une province amputée qu'on appelle la Carélie du Nord. Et donc vous imaginez, c'est un terrain de recherche très intéressant pour les scientifiques parce que pendant plus de 50 ans, cette ancienne province était coupée en deux, mais on avait le même patrimoine génétique de chaque côté, la même langue, enfin vous voyez, et séparés par un mur, voilà, et avec deux développements économiques très différents. D'un côté russe, si j'ose dire, on a continué à faire l'agriculture comme avant, c'est-à-dire familiale, pas de pesticides par défaut, hein, enfin voilà, beaucoup de forêts, d'animaux domestiques qui mangent de l'herbe dans les champs, qui ne sont pas dans les stabulations, enfin, etc. Beaucoup de biodiversité. De l'autre côté, extrêmement bétonné, malbouffe, agriculture industrielle, etc. Et du coup, quand tombe le mur, quand l'Union soviétique s'effondre, ce chercheur donc, de l'université de Finlande a été contacté par le gouvernement finlandais parce qu'ils avaient constaté que dans le nord de la Carélie, il y avait beaucoup de problèmes d'allergies très graves, d'asthme, mais aussi d'allergies alimentaires, toutes sortes d'allergies. Et il commence à travailler là-dessus et du coup, il se met en rapport avec ses collègues de l'autre côté, si j'ose dire, hein, enfin, du côté russe, on va dire, hein, et ils commencent à travailler ensemble et le résultat est stupéfiant. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez plein d'allergies, notamment chez les adolescents, du côté finlandais, et de l'autre, quasiment rien. Donc ils font pendant 25 ans des études sur des corps très importantes. Et le résumé, c'est quoi ? Le résumé, c'est que quand vous grandissez en tant qu'enfant dans un environnement très biodivers, avec beaucoup d'arbres, des animaux qui se baladent partout, des microbes, des bactéries dans l'eau, parce qu'ils ont comparé l'eau des cantines du côté russe et du côté finlandais, eh bien, l'eau de Javel à la Tuva, c'est pas bon du tout, parce qu'il vaut mieux quelques bactéries, parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand vos enfants, et ça se joue entre 0 et 2 ans, je résume parce que c'est ce que montrent les études, il faut que les tout petits soient confrontés à plein de microbes pour pouvoir stimuler, enrichir leur microbiote, c'est-à-dire leur flore intestinale, et donc stimuler leur système immunitaire.
Et quand on hygiénise trop, vous voyez, enfin, comme on a fait, aseptise trop, alors, et évidemment la bouffe industrielle, préparée, tout ça, eh bien, les microbiotes sont très pauvres et vous avez un système immunitaire fragile et une propension à faire des excès inflammatoires, ce qui veut dire par exemple des allergies, de l'asthme, des intolérances alimentaires, et ça doit parler à certains d'entre vous, parce que moi je suis mère de famille, je suis mère de 3 jeunes femmes de 25 à 30 ans, et je suis impressionnée dans leur entourage, l'entourage de mes filles, de voir le nombre de jeunes qui sont devenus allergiques au gluten, allergiques au lactose, allergiques au blanc d'œuf. Et bien, évidemment que ça n'existait pas il y a 30 ans, et ça vient d'où? Ben voilà, la réponse est là. C'est l'une des réponses, parce que après vous ajoutez le problème des perturbateurs endocriniens, des pesticides, c'est un autre sujet que j'ai traité dans un autre film et livre, Notre poison quotidien, que j'étais d'ailleurs venue présenter en faisant la conférence inaugurale du grand colloque médical qui a lieu tous les ans à Crans-Montana, n'est-ce pas? Comment? Quadrimed, voilà, c'est ça. J'avais fait la conférence inaugurale, donc voilà. Mais donc vous ajoutez ça. Mais non, en tout cas, ce qui est clair, c'est que on a besoin, les enfants, nos enfants ont besoin d'être confrontés à ce qu'on appelle les old friends en anglais, les vieux amis de l'homme, qui sont les microbes. Et les microbes, on les trouve où? On les trouve dans les plantes, les animaux, vous voyez, et y compris une alimentation saine, biologique, pas aseptisée, voilà. Et vous verrez les études aux États-Unis, je termine avec ça parce que sinon, je surveille le temps parce qu'après j'ai des invités quand même. Ah, ça va, c'est bon. Aux États-Unis, des études très intéressantes ont montré que dans les fermes bio, laitières, donc on fait du lait, mais bio, ça veut dire que les vaches, elles sont comme j'ai vu là, j'étais contente de voir des vaches qui mangent de l'herbe parce que c'est quand même ça. Depuis la nuit des temps, normalement les vaches elles mangent du foin, n'est-ce pas, de l'herbe, pas du maïs ou du soja. Donc quand les vaches mangent de l'herbe, ça veut dire qu'elles sont dehors, n'est-ce pas, et où il y a du foin, donc du foin qu'on fait, comme moi j'ai vu dans mon enfance sur la ferme de mes parents, le foin, on fait du foin, et du lait non pasteurisé. Des petits microbes dans le lait, des petites bactéries, c'est bien. Pas trop, parce qu'évidemment, s'il y en a trop... Et donc, quand vous avez ça dans une ferme, les enfants qui naissent dans ces fermes n'ont zéro asthme. N'ont zéro asthme, zéro allergie, zéro diabète, zéro obésité. Toutes ces maladies, vous voyez, qui sont, et voilà, je voulais en venir, et je fais très court, parce que voilà, qui sont des facteurs de comorbidité de la Covid-19. Et c'est très intéressant parce que je suis en train d'écrire la postface de mon livre qui va sortir en poche parce que c'est un grand succès, puis il a eu plusieurs prix en France. Et je suis en train de faire le point par rapport à ce que j'ai écrit il y a 1 an. Et c'est intéressant parce qu'on comprend aussi pourquoi, contrairement à ce qu'on nous avait annoncé, et je pense que tu pourras peut-être en dire quelques mots, Isabelle, qui vient de l'OMS, on avait dit qu'il y aurait une hécatombe en Afrique. Il n'y a pas d'hécatombe en Afrique. Il faut arrêter de dire qu'il y a une hécatombe en Afrique. Vous voyez, vous prenez les chiffres, c'est très intéressant. Bon, là, j'étais au Gabon, 2 millions d'habitants, 200 morts. En Thaïlande, où Serge Morand travaille beaucoup sur cette question, on a autant d'habitants en Thaïlande qu'en France, sauf qu'en Thaïlande, il y a eu 18 000 morts et en France, 130 000. Et attention, le diable est toujours dans le détail. Hein. Les morts qui ont eu lieu dans ces pays africains ou asiatiques, c'est dans les villes. Vous verrez une autre étude très intéressante qui montre que le microbiote des citadins, que vous habitiez à Bangkok, à Libreville, à New York ou à Paris, c'est le même, c'est-à-dire 0. Et donc vous avez le diabète, l'obésité, c'est dans les villes. Hein. Et là, Serge Morand me disait, je te confirme, dans les zones rurales, Thaï, où il a mené plusieurs études depuis qu'on a fini le livre il y a 1 an, il a prélevé du sang de milliers de villageois. Ils ont des anticorps, ils ont attrapé la Covid-19, mais ils ne sont ni tombés malades ni morts. Hein. Donc c'est ce qu'il appelle l'hypothèse de la biodiversité, qui voudrait que, donc exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que quand vous êtes exposé dans les zones rurales, hein, je fais bien la différence, hein, à beaucoup de biodiversité tout petit, ce qui est le cas dans les villages africains. Au Gabon, par exemple, quand je suis allée dans les villages, on voit bien les animaux domestiques circulent, ils vont à la lisière des forêts, ils peuvent croiser des chauves-souris. D'ailleurs, le virologue que j'ai interviewé suit les chauves-souris gabonaises, justement, pour faire un suivi du virus d'Ebola, parce que c'est une maladie très grave, qui tue jusqu'à 90% des gens qui contaminent, donc c'est vraiment très sérieux. Hein. Si on compare à la Covid qui tue 1%, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et il a identifié 2 coronavirus sur les chauves-souris gabonaises,
qui font partie de la même famille, des bêta-coronavirus, mais ils ne sont pas exactement le même, évidemment, que la SARS-CoV-2. Mais il dit, si des animaux domestiques et des humains sont confrontés à ces coronavirus, qui ne sont pas exactement les mêmes, mais quand même, ça peut donner une immunité croisée, vous voyez, une immunité à bas bruit, mais qui peut protéger de la Covid-19. Donc, et les dernières informations que j'ai trouvées aussi très intéressantes, c'est ce que m'a confirmé Serge Morand hier. Il attend la publication de 3 études qui montrent que les villageois africains ou asiatiques qui vivent dans des régions où le paludisme est endémique, eh bien, ont des protections supplémentaires contre la Covid-19. Et ça, c'est démontré dans 2 études qui vont sortir dans Nature notamment. Ça, c'est très intéressant. Qui ferait que donc la biodiversité plus l'exposition, il y aurait une immunité croisée. Et alors ça, il faut essayer de comprendre pourquoi maintenant. Ils l'ont constaté, mais maintenant il faut comprendre quel mécanisme fait que quand vous avez eu le palu ou la malaria, vous avez une protection supplémentaire contre les effets de la... Pour l'instant, cette partie-là n'a pas été traitée, mais en tout cas le constat est fait. Voilà. Donc ça, tout ça pour vous dire que donc la 4e transition épidémiologique, vous voyez bien où je veux en venir. C'est que, et c'est ce que propose Serge Morand, mais d'autres scientifiques aussi, donc les 3 premières, vous avez compris, la 4e. La 4e, c'est la transition épidémiologique qui caractérise ce qu'on appelle l'anthropocène, donc l'époque géologique dans laquelle nous sommes entrés. Je crois que là-dessus, il n'y a plus trop de doute, qui fait que la principale force de transformation des écosystèmes, eh bien, ce sont nous les humains, d'accord ? On est sorti de l'Holocène et l'Anthropocène, qui se caractérise donc par un dérèglement climatique très inquiétant, une extinction de la biodiversité, et vous comprenez bien que finalement, bien ces 2 causes sont intimement liées, parce que ce sont les mêmes raisons qui provoquent le dérèglement climatique, les mêmes activités anthropiques qui provoquent aussi l'extinction de la biodiversité, et donc l'augmentation du risque infectieux, n'est-ce pas ? Et la 4e transition épidémiologique, ça c'est une proposition que font donc plusieurs scientifiques, dont Serge Morand, qui est en train de sortir un papier international là-dessus, c'est que à l'heure de l'Anthropocène, on aurait un double fardeau, et puis, enfin, un double fardeau sanitaire. D'un côté, les maladies chroniques, qui font beaucoup plus de morts pour l'instant. Je le dis parce qu'il faut remettre tout ça dans la grande image que la Covid-19. Nous ne l'oublions pas. Toutes les maladies chroniques, aussi bien les cancers, les maladies cardiovasculaires, mais aussi, je rappelle que la pollution simplement de l'air tue 9 millions de personnes par an. C'est 2 fois plus que la Covid en 1 an et demi. Je ne dis pas pour minimiser, mais quand même, n'oublions pas, quoi. Et on a tendance beaucoup à oublier ça, beaucoup, quoi. Voilà. Et donc, maladie chronique qui serait due, pour faire court, à la pollution chimique de toutes ses formes, n'est-ce pas ? Et ça, c'est là-dessus que j'ai travaillé, c'est ce que j'ai présenté donc à Crans Montana, merci, dans notre poison quotidien, mais aussi bien sûr à la destruction de la biodiversité. Ces maladies chroniques sont aussi dues à ça, parce que je vous ai expliqué avant, et puis évidemment l'augmentation du risque infectieux. Mais à chaque fois, en fait, on en revient à la même chose, c'est que il y a la destruction de la biodiversité comme facteur commun à ces deux fardeaux sanitaires. Et évidemment avec toutes les causes que j'ai indiquées avant, parce que pourquoi on détruit la biodiversité ? Parce qu'on fait de l'élevage, enfin, etc., etc. Alors, ça ce serait ça, donc la 4e transition épidémiologique, qui pourrait faire... alors, ça c'est la très mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que si nous continuons comme avant, vous savez, on a beaucoup parlé du monde d'après, le monde d'avant, si le monde d'après, qui pour moi malheureusement ressemble de plus en plus au monde d'avant, continue, eh bien nous allons au-devant d'un dérèglement climatique absolument terrible qui va faire qu'on aura de plus en plus de tempêtes, de sécheresses, que vos beaux glaciers ici vont fondre, et vous savez tout ce que ça peut vouloir dire pour la Suisse et pour tout le monde, et que nous allons aussi au-devant d'une multiplication de foyers épidémiques partout dans le monde. Quand on regarde bien les cartes au cours des 40 dernières années, c'est quand même assez frappant de voir qu'il y en a de plus en plus. Voilà. Et puis, dernière chose, et après je vais inviter, donc faire venir mes invités, n'est-ce pas ? Et une chose très importante, c'est que, et qu'ont souligné beaucoup de scientifiques que j'ai interviewés, ça m'a un peu surprise parce que on s'y attend pas forcément. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec des scientifiques dans le monde entier. J'ai fait des livres, des films qui ont fait le tour du monde, n'est-ce pas ? C'est qu'ils ont tous dit on ne peut pas s'en sortir si on n'affronte pas la question de la pauvreté et de l'explosion des inégalités.
Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne peut pas continuer à protéger la biodiversité. Enfin, on ne peut pas demander à des gens qui crèvent de faim, je fais très simple, ou qui doivent survivre quelque part, dans n'importe quel continent du monde, de préserver la faune, la biodiversité, si on n'a pas de quoi se nourrir. Et aussi parce que, et ça c'est on va aborder cette question maintenant avec mes invités, mais quand même, l'idée qu'il y a derrière, c'est que si on veut s'en sortir, il faut repenser le modèle économique dominant, fondé sur... alors ça, c'est un autre film, un autre livre que j'ai fait, qui s'appelle « Sacrée croissance », n'est-ce pas ? Qui a aussi fait le tour du monde, dont j'ai présenté aux Nations Unies, etc. Remettre en question le paradigme de la croissance illimitée, la croissance du produit intérieur brut, n'est-ce pas ? Parce que très simplement, on ne peut pas continuer à se dire que la solution, soi-disant, à nos problèmes, chômage, pauvreté, ça serait de toujours plus consommer, toujours plus produire, alors que les ressources de la planète sont limitées et que sa capacité à encaisser les déchets que nous produisons a aussi atteint un point de saturation que je crois qu'on ne peut plus nier. Donc, revoir fondamentalement ce principe de la croissance économique, et parce que qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'elle se fait aussi au détriment d'une grande partie de l'humanité, et de plus en plus de pauvreté, de plus en plus de... je ne sais plus quel scientifique me dit, la croissance démographique, et notamment de la pauvreté, est une bombe écologique, évidemment. Hein. Donc ça veut dire revoir tous les fondamentaux de l'économie et repenser complètement notre économie. Donc voilà, alors je voulais donc, pour la deuxième partie, donc inviter les personnes qui sont venues ici, et parce qu'en fait, on va maintenant surtout essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, hein, parce que c'est évidemment dit dans le livre par les scientifiques, mais là, on a des gens qui travaillent sur cette question directement. Donc, je voudrais demander à Jacob de venir, à Zinstag, qui est donc... qui travaille pour l'Institut de médecine tropicale et Institut, voilà, viens t'asseoir, voilà, de santé, l'Institut de médecine tropicale de santé publique suisse, vétérinaire d'origine, n'est-ce pas ? Oui. Et je vous invite tous les trois, puis après je vais vous passer la parole. Bien sûr, Isabelle, s'il te plaît, Wachsmuth, qui est à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé. Et puis Alexandre, Robert, qui est en train d'implanter en Europe, on va dire ça comme ça, une association que je décris d'ailleurs dans le livre, qui s'appelait la santé planétaire, hein, et qui va nous expliquer ce que c'est que la santé planétaire, Planetary Health. Alors, pourquoi Jacob et Isabelle ? Parce qu'en fait, déjà pour introduire, et ensuite je passe la parole, d'abord à toi Jacob, ce que disent les scientifiques du livre, c'est qu'il faut absolument cesser de séparer la santé des écosystèmes, la santé des animaux sauvages et domestiques et la santé des humains, parce que tout est lié, tout est interconnecté. D'accord ? Et pour ça, il faut développer une vision globale de la santé qui porte un nom, enfin voilà, et Jacob va nous en parler, c'est One Health, une seule santé. Donc voilà, avant que tu nous présentes un peu ce que c'est que One Health, j'aimerais bien que tu nous expliques, en fait, depuis quand cette santé médicale, la santé des humains, je veux dire, hein, et la santé vétérinaire, la médecine humaine et la médecine vétérinaire, sont séparées, et pourquoi c'est une absurdité, cette séparation ? Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un très grand plaisir d'être parmi vous. Vous m'entendez ? Oui. C'est aussi un très grand honneur pour moi parce que je suis valaisan de naissance. Mes parents étaient paroissiens de l'église protestante de Sierre. Moi, je venais beaucoup à l'église ici. Donc, j'ai grandi à Liège, j'ai fait mon collège à Brigue et ensuite j'ai fait ma médecine vétérinaire. Et j'étais en fait motivé par mon professeur Hans Fay dans le temps, qui était le directeur de l'Institut de microbiologie vétérinaire à l'université de Berne, qui m'a introduit au concept d'une seule médecine. C'était en fait un terme qui était
exprimée pour la première fois par Calvin Schwabe, un épidémiologiste américain qui a travaillé à l'université américaine de Beyrouth, qui a travaillé au Soudan avec des nomades. Et dans ces circonstances, il a vu que les mêmes guérisseurs s'occupaient des hommes et du bétail. Et en fait, il s'est souvenu, il a fait aussi l'histoire de cette séparation. En fait, la médecine telle que nous la connaissons, la médecine moderne, faisait tout de suite partie des universités au Moyen-Âge. Donc, avec la création des universités en Europe, la médecine est devenue une faculté, Ars Technica. Et la médecine vétérinaire est venue beaucoup plus tard dans l'académie. La première école vétérinaire en Europe a été créée en 1762 à Lyon par Claude Bourgelat. Et Claude Bourgelat voulait déjà introduire un cursus sur la santé humaine aussi pour les vétérinaires, parce que quand moi j'ai pratiqué la clinique vétérinaire, à la fin du soin pour le bétail, la femme ou le paysan avaient toujours aussi leurs petits problèmes qu'on devait soigner. Mais Bourgelat était vite critiqué, c'était impossible, les deux médecines étaient déjà séparées, c'était figé. Et c'est resté comme ça. Les deux médecines ont connu quand même un haut temps de collaboration au moment de la découverte des bactéries et des cellules, surtout en fin du 19e siècle. C'était la médecine comparative. Mais par la suite, avec la spécialisation de la médecine, les deux médecines sont restées assez séparées. Mais ça durerait trop longtemps pour vous faire toute l'histoire, mais sachez que aujourd'hui, il est absolument impensable de garder cette séparation si nous voulons nous prévenir les futures pandémies. Donc, nous devons mieux collaborer. Et c'est mon thème de recherche depuis 23 ans, de démontrer la valeur ajoutée, le bénéfice d'une meilleure coopération entre médecins et vétérinaires. Voilà. Alors justement, c'est super, hein, donc c'est une magnifique introduction. Avant que tu nous décrives, par exemple, ce que tu fais par exemple sur le terrain et le programme que tu mènes donc de One Health, dis-nous en quoi c'était, dans le livre, quand je t'ai interviewé, tu m'as dit que c'était un désastre en fait. On le voit par exemple avec le problème de l'antibiorésistance, tu m'avais donné cet exemple. Pourquoi il faut absolument arrêter de séparer les deux médecines? En quoi c'est un désastre, comme tu m'avais dit? Permettez-moi de vous donner un exemple très très contextuel. La dernière zoonose que nous avons, qui nous a vraiment perturbés en Suisse, c'était quelle maladie? Qui se souvient de vous? Oui, c'était mais une qui nous perturbait encore plus. Pardon? Le Valais était épargné par une campagne de vaccination à Martigny, à Saint-Maurice en fait. Qui se souvient? Non. La rage, bravo. C'était un vaccin inventé par un professeur suisse, le professeur Franz Steck, qui a inventé le vaccin anti-rage oral pour les renards. Et la première application était d'éviter l'introduction de la rage au Valais par une barrière vaccinale à Saint-Maurice. Et je trouve que c'est un bon moment de nous souvenir de cet événement parce que c'est un événement très tragique pour le Valais, parce que le pilote en chef, Fernand Martignoni, vous vous souvenez, le médecin vétérinaire cantonal, le docteur Brunner, et Franz Steck se sont fait tuer quand leur hélicoptère s'est écrasé dans un câble d'un téléphérique dans le canton de Vaud. Donc, je trouve que c'est important que nous nous souvenons un petit moment à ça, parce que pour moi, c'était l'origine de mon travail en Afrique, parce que, et là, ça me permettra d'expliquer l'avantage de cette collaboration entre médecins et vétérinaires. Sachez que la rage, c'est toujours une maladie
qui va de l'homme à l'animal, mais qui ne va pas de l'homme à l'homme. Dans la typologie des maladies des zoonoses, c'est une maladie de classe 2, du type 2. De l'animal à l'homme. Elle va toujours de l'animal à l'homme, Oui. mais jamais entre hommes. Voilà. Le corona, ça a sauté peut-être une ou deux fois d'un animal à l'homme, et après ça s'est développé chez l'homme. Mais pour revenir à la rage, si vous voulez prévenir la rage chez l'homme, vous pouvez vacciner toute personne qui se fait mordre par un chien, vous pouvez les vacciner et sauver leur vie. On appelle ça la prophylaxie post-exposition. Mais avec ça, vous n'allez jamais éliminer la rage. Cependant, si vous vaccinez les chiens, si vous arrivez à une couverture vaccinale de 70% des chiens, vous interrompez la transmission et la maladie va s'éliminer. Et par cela, vous allez interrompre pas seulement la maladie chez l'animal, mais aussi chez l'homme. Et l'économie de tout cet exercice, c'est que le coût de la vaccination post-exposition humain est que croissante, parce que vous n'arrivez jamais à éliminer. Cependant, si vous vaccinez les chiens, vous avez d'abord un coût plus élevé, mais après, quand vous interrompez la transmission, vous n'avez plus de coût additionnel. Et sur un horizon de 10 ans, il est beaucoup plus rentable de s'investir dans la lutte contre la maladie, dans le réservoir, qui est le chien, surtout en Afrique où je travaille. Voilà, donc l'exemple est que l'avantage d'une approche systémique qui va toucher à l'animal réservoir de la maladie va mener à l'élimination de la maladie, contrairement à si vous occupez que de l'homme, vous n'arrivez jamais à éliminer la maladie. Donc c'est ça un exemple type d'une meilleure collaboration entre médecins et vétérinaires. Voilà, alors ça c'est pour One Health. Alors, Isabelle, toi tu travailles à l'OMS, n'est-ce pas ? Oui. Et donc normalement, le concept de One Health, une seule santé, est porté officiellement par 3 organismes onusiens qui sont la FAO, l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé animale, n'est-ce pas ? Exact. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? En fait, c'est Rapproche-toi du micro. C'est vraiment de pouvoir mettre en œuvre au niveau de la communauté internationale en fait cette approche systémique, donc cette approche en fait ce que j'appelle système. Donc c'est vrai qu'au niveau même au niveau de la recherche, il y avait 2 courants en fait. Il y avait l'approche purement biomédicale en fait, donc qui est assez réductionniste en fait parce que ça ne prend pas en considération en fait les causes, l'origine des maladies, mais la partie en fait d'ailleurs à l'OMS qui s'occupe de ça, c'est les gens qui sont en charge en fait des déterminants sociaux de la santé. Donc l'objectif c'est de pouvoir inclure en fait, là c'est mieux, pardon, ouais. De pouvoir inclure l'approche déterminants sociaux de la santé. Donc ça couvre notamment bien sûr toutes les problématiques en fait environnementales, les problèmes dont tu as parlé sur la pollution, sur l'impact en fait des agents chimiques en fait notamment au niveau de la santé, de la nourriture, etc., de la nutrition. Et donc l'approche, si tu veux, One Health, c'est une approche qui permet d'inclure en plus, on va dire, des déterminants sociaux de la santé, de considérer bien sûr la santé animale et aussi par exemple le lien entre médecins et vétérinaires, ce qu'il n'y a pas forcément d'office, je veux dire, dans la vision, on va dire, santé publique d'origine. Donc on est à la fois dans une approche qui est de plus en plus transversale en fait, où on est capable au niveau même donc moi ma spécialité c'est plutôt la couverture universelle santé et de regarder aujourd'hui comment les services de santé en fait ont une vision, on va dire, intégrée de la santé. Donc la vision intégrée, ça veut dire qu'on est capable de prendre en considération dans un service de santé à la fois la promotion, la prévention, et pas que la partie curative, et aussi la partie, ce qu'on appelle palliation, les soins palliatifs, enfin la palliation,
et puis la réhabilitation en fait. Donc ça couvre vraiment toute l'approche en fait du début de la vie, on va dire, à la fin de la vie. Donc on prend en considération tous les âges, etc. Donc ça c'est vraiment ce qui est porté aujourd'hui par l'OMS en termes de vision, on va dire, holistique, en fait. Et l'autre, au niveau des services de santé, par exemple, sur l'OMS, il y a aussi donc des avancées majeures sur les médecines, en fait, traditionnelles et complémentaires. Donc il y a un service, en fait, qui est sur ça et qui permet justement de faire le lien avec, on va dire, la santé aussi purement biomédicale. Donc on est vraiment dans cette démarche et c'est vrai que l'approche One Health va permettre encore plus on va dire, d'asseoir cette approche en fait systémique, on va dire, de la santé, et je dirais pas que de la santé mais du bien-être, parce que l'idée en fait c'est d'arriver à motiver en fait les personnes à rester en fait en bonne santé. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait de rester en bonne santé, et tu en as parlé tellement bien par rapport justement voilà, à la qualité de notre microbiote, quels sont les facteurs qui permettent de maintenir par exemple une forte immunité, de se prévenir en fait des maladies, alors déjà au niveau individuel mais aussi au niveau collectif, quoi. Donc c'est aussi travailler sur le thème de la résilience, voilà, sur tous les aspects de résilience, à la fois au niveau des personnes, mais aussi des systèmes de santé, pour anticiper en fait effectivement des problématiques en fait qui sont systémiques. Donc ça c'est la vision globale. Alors ça veut dire aussi, c'est ce que disaient beaucoup de scientifiques dans le livre, c'est qu'il faut sortir de cette logique des silos, hein, donc qu'il faut que chacun, alors dans la recherche déjà, hein, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'excellents vétérinaires, n'est-ce pas, ou d'excellents... Hein, non. Il faut garder l'excellence, hein, mais il faut, et je voudrais bien te poser une question par rapport à ça, Jacob, il faudrait arriver dans cette vision nouvelle dont on a besoin, et y compris dans la recherche. Donc ça veut dire aussi que les institutions qui financent la recherche doivent intégrer cette vision pour promouvoir la transdisciplinarité, n'est-ce pas? Et parce que qui dit vision globale dit transdisciplinarité, que tous les savoirs collaborent pour trouver des solutions, hein, aux problèmes qu'on rencontre, qui ne sont quand même pas des petits problèmes, parce que je ne vais pas vous casser le moral, mais si on dérègle le climat, on détruit la biodiversité, on continue à faire exploser les inégalités, je ne vous dis pas dans quel monde vont vivre nos enfants. Je ne parle pas de nos petits-enfants, je parle de nos enfants quand ils ont 20-30 ans. Alors, la transdisciplinarité, c'est pas si simple que ça, n'est-ce pas? Non. Et toi, tu te bats beaucoup pour ça, n'est-ce pas? Oui. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, d'ailleurs, j'aimerais bien aussi que tu m'expliques pourquoi ton institut, dont j'ai toujours du mal à dire le nom, ton institut donc de recherche de santé, Institut tropical et de santé publique. Voilà, justement, parce qu'en fait c'est deux organismes que vous avez rapprochés. Oui. Et ça, je trouve que c'est très unique. Je le raconte dans le livre, très unique en Europe. Ouais. Et donc, tu commences par la première, la deuxième question. Enfin, donc voilà, l'institut. Dis-nous pourquoi vous avez regroupé quelles institutions et pourquoi. Et deux, pourquoi cette transdisciplinarité est absolument importante et qu'elle ne va pas de soi et qu'il faut se battre pour l'obtenir, n'est-ce pas? Vas-y. Écoutez, mesdames et messieurs, la raison pourquoi j'ai quitté le Valais et j'ai vraiment du mal à voir le Tinal Rothorn là, que j'aime tellement, où j'étais aussi. J'ai quitté le Valais parce que j'avais un poste à l'Institut tropical et de santé publique suisse, mais je fais des allers-retours, sachez. Et l'Institut tropical et de santé publique suisse, c'est historiquement concentré sur les maladies parasitaires. Donc, le paludisme d'abord, la malaria. C'est toujours un des sujets principaux, c'est toujours le grand tueur au monde. Ensuite, la bilharziose, la schistosomiase, et tous les helminths, tous les vers que nous avons dans les intestins, où nous avions, et plein d'autres maladies tropicales. Mais on a vite constaté qu'avec l'avènement du VIH-Sida, qu'on devait aussi toucher à la virologie, on devait toucher à la bactériologie avec la tuberculose, et donc on devait élargir le cadre. Et on a constaté que davantage qu'on a pu contrôler ces maladies aussi sous les tropiques, les maladies non contagieuses, les maladies cardiaques, le diabète, l'obésité, tuent aujourd'hui beaucoup plus de gens
aussi en Afrique. Oui. Donc il était nécessaire d'élargir le cadre. Et à Bâle, il y avait l'Institut de santé préventif de l'université qui nous a rejoints. Et là sont venus tous les spécialistes de l'épidémiologie des cancers, les spécialistes de la pollution de l'air, Nino Künzli, les spécialistes de l'asthme, Madame Ackermann et collègues. Donc on a pu intégrer tout le domaine des maladies non contagieuses. Et sachez que les gens qui ont déjà un diabète, ils guérissent beaucoup moins bien d'un paludisme ou d'une tuberculose. Bien sûr. Et la même chose, maintenant pour le Covid, la plupart des gens qui sont morts du Covid avaient déjà des pathologies avant, qui avaient déjà des maladies non contagieuses avant. Donc, l'Institut tropical et de santé publique suisse devait embrasser tous ces autres domaines de santé pour devenir vraiment arriver à la hauteur des exigences actuelles pour vraiment pouvoir lutter contre ces maladies. Maintenant, le deuxième point, interdisciplinarité. Prenons seulement la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Les médecins et les vétérinaires, chacun peut travailler dans son coin. Ils vont guérir les hommes, ils vont guérir les animaux. Peut-être. Mais, je vous dis, Pas toujours. S'ils travaillent ensemble, je parie qu'ils vont guérir plus d'animaux et plus d'hommes, ils vont économiser de l'argent qu'ils ne pouvaient pas s'ils ne travaillaient pas ensemble. Ça, c'est la théorie de One Health. C'est l'avantage d'une meilleure coopération. Et nous devons le prouver de manière scientifique. Et là, tu as posé la question de l'excellence. Oui, on ne fait aucune concession à l'excellence. Nous faisons, au lieu de faire seulement des modèles mathématiques de maladies entre hommes, on fait des modèles mathématiques animal-homme. Moi, j'ai écrit les premiers modèles sur la brucellose et la rage entre animal et homme. Ensuite, il y a l'économie et on doit tout mettre ça ensemble. On ajoute bien sûr la biologie moléculaire, la génomique, tout ce que vous voulez. Aucune concession à l'excellence de la science. Mais ce n'est pas tout. Dans la plupart des cas, on doit résoudre des problèmes sociétals, comme Isabelle l'a dit. Nous ne pouvons pas nous limiter à résoudre les problèmes entre scientifiques. C'est-à-dire, pour résoudre des problèmes sociétals, nous devons nous engager avec les communautés. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à travailler avec des communautés nomades au Tchad et au Mali. Et nous n'avons pas seulement invité les communautés, nous avons invité les communautés et les autorités et les scientifiques. Et là, nous entrons dans le domaine transdisciplinaire. Nous mettons ensemble le savoir académique et le savoir de la pratique. Le savoir non académique qui a une très très bonne base empirique. Les nomades n'ont peut-être pas de formation académique, mais c'est des excellents observateurs. C'est des empiristes fabuleux. Quand nous avons comparé les symptômes des maladies animales entre vétérinaires et nomades, c'était la même chose. Ils connaissaient tout. Donc c'est là la transdisciplinarité. Pour résoudre les problèmes sociétals, nous devons nous engager avec vous tous, avec vous, votre savoir, le savoir des autorités et le savoir des académiques. C'est comme ça que nous allons résoudre nos problèmes de santé. Et sur une bonne partie, ce dialogue a été tenu aussi maintenant, sur une bonne partie du temps. Voilà. Alors, maintenant je voudrais, Alexandre, je vais tu présentes. Donc, dans le livre, vous verrez, donc je présente, grâce à Jacob, très bonne interview, comme vous pouvez vous imaginer, de ce qu'est One Health, une seule santé, n'est-ce pas? Et je présente aussi, alors on va peut-être essayer de voir s'il y a une différence, quelle est la différence ou pas, enfin voilà, je vais dire un autre mouvement, on peut appeler ça comme ça, hein, qui s'appelle Planetary Health, la santé planétaire, qui est né en 2015, avec la publication d'un article par une vingtaine, 26 je crois, scientifiques internationaux,
dans la revue médicale britannique scientifique The Lancet, avec la fondation Rockefeller, et qui ont lancé ce concept, on va dire, de santé planétaire, qui a, je vais te laisser la parole, mais moi j'ai interviewé les deux fondateurs principaux, n'est-ce pas, le Sir Heinz, qui dirigeait l'école de médecine tropicale de Londres, et Samuel Myers, qui est chercheur à Boston, à l'université Harvard. Et donc eux, je vais laisser parler à Alexandre, mais en gros l'idée c'est de se dire que voilà, tout ce que tu viens de dire, évidemment, c'est comment on fait pour reconnecter les santé animales et humaines, évidemment. Mais dans Planète Aries, il y a aussi la notion de dérèglement climatique, il y a aussi la notion d'aménagement urbain, il y a aussi la notion de la pauvreté, comment on gère les inégalités, en se disant cette vision elle doit être extrêmement large et holistique, n'est-ce pas? Donc toi tu es en charge de créer, parce qu'il y a une alliance Planète Aries qui s'est créée et qui est en ce moment en train d'essaimer partout dans le monde, donc tu es en charge de on va dire, de la section francophone, n'est-ce pas? On va dire ça comme ça. Donc, quelle est déjà la différence entre Planète Aries, s'il y en a une, et One Health? C'est ça que je voudrais qu'on comprenne. Ok, je vais dire ce que j'en comprends à mon sens, et peut-être les collègues pourront compléter. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai étudié à la London School, où Andy Haynes, un des fondateurs de l'approche santé planétaire, travaille toujours, il est ancien directeur, mais il continue à faire des recherches. C'est comme ça que j'ai découvert cette approche. J'étais représentant des étudiants il y a quelques années et j'ai en même temps fait mon master en sciences dont le sujet était l'approche Une seule santé. Donc cette année-là d'études, j'ai pu bien comparer les deux choses. Donc de manière générale, les deux approches sont, on va dire, holistiques, générales, compréhensives, intégrative, pour essayer de ne pas prendre les choses de manière séparée, mais comme une seule. C'est ça l'holistique, c'est regarder le tout avant de regarder les choses particulières, ce qu'on a un peu oublié dans les sociétés occidentales au XXe siècle. On est maintenant hyper spécialisé et on n'arrive plus à faire fonctionner les disciplines ensemble et on a un nouvel appel au transdisciplinaire. L'approche santé planétaire, elle est née environ 10 ans, je fais un peu plus simple, à peu près 10 ans après Une seule santé, et elle voulait être encore plus générale qu'Une seule santé, parce qu'Une seule santé dans les concepts, c'est écosystème, santé animale, santé humaine. Des fois, on fait la différence entre santé des animaux domestiques, animaux sauvages et les écosystèmes, mais tout ça, ça reste très théorique avec des cercles qui se recoupent. La santé planétaire, elle prend des concepts encore plus larges, qui est les limites planétaires. Donc Marie-Monique en a mentionné quelques-uns, je vais vous en citer encore quelques-uns en plus. En ce moment, on commence à lier beaucoup changement climatique et perte de biodiversité, mais ça peut être lié à plein d'autres limites planétaires et elles interagissent entre elles. Il y a la pollution globale, de l'air, le plastique, il y a l'aménagement des sols, comment on aménage nos sols agricoles, nos sols urbains et quelle place on laisse à la biodiversité. Et il y a aussi, par exemple, la couche d'ozone, le trou dans la couche d'ozone, ou les introductions de nouvelles entités chimiques partout dans le monde, les nanotechnologies et plein de produits qui n'existaient pas avant, que l'homme crée. Donc tout ça, c'est des limites qu'on ne doit pas dépasser. On sait que la perte de biodiversité, c'est la 6e extinction de masse, c'est déjà trop tard. Le changement climatique, on flirte très dangereusement avec les limites. Je viens de Bretagne en France, la perturbation des flux biochimiques, de l'azote et du phosphore. On sait que le phosphore c'est utilisé pour les engrais, l'azote, le lisier issu des excréments des porcs perturbe les rivières, perturbe complètement les flux biochimiques et ça crée des algues vertes sur les plages en Bretagne. Il y a eu quelques morts, des chiens aussi, mais surtout on vous empêche d'aller à la plage parce que on a dépassé tous ces flux-là. Donc, il y a tout ça, c'est un concept des limites santé planétaire qui a été inventé à Stockholm en 2009. Et la santé planétaire prend ces déterminants les plus éloignés de la santé qui déterminent à l'échelle planétaire le fonctionnement de notre civilisation humaine. On parlait tout à l'heure de la révolution agricole, c'était il y a 14 000 ans. C'est 1/1000e de l'existence de notre univers. C'est 1 sur 300 millions du temps d'existence sur Terre. C'est ça les échelles de temps auxquelles on fait face. Et donc,
Je perds un peu mon latin, pardon. Tout ça, ça vient très très vite et ça risque d'impacter toute la civilisation, enfin, la biodiversité et l'homme au milieu. Et la santé planétaire, elle veut comprendre toutes ces interconnexions de manière holistique entre les activités humaines, les modifications de l'environnement. Environnement, on en fait partie, on a créé ce concept, nous l'homme, l'environnement, mais tout ça c'est le vivant dont on a besoin, comme Marie-Monique l'a bien expliqué, et regarder comment ces liens interagissent et comment les améliorer ensemble, pour qu'on ait à la fois une meilleure santé des humains et une meilleure santé du vivant. Il y a des aspects très importants, c'est qu'on veut travailler sur l'équité, donc que les populations les plus pauvres et les plus vulnérables soient ciblées en première, et au lieu d'avoir comme boussole le développement économique ou le profit privé, aller vers cibler le bien-être du vivant et des humains à l'intérieur. Et peut-être je vais m'arrêter là, mais parce que ce que disait Jacob comme exemple avant sur l'intervention en Éthiopie ou en Tanzanie, c'est vraiment ça, les modèles d'action, c'est d'essayer de mettre tout le monde autour d'un problème au lieu d'avoir chacun en train de travailler dans son silo et essayer d'analyser une petite part du problème. Et le problème principal, quand on fait toutes ces interconnexions dans la santé planétaire ou dans une seule santé, c'est la consommation, la surconsommation de viande, et en particulier de viande rouge. Ça, quand on fait toutes les interconnexions, la surconsommation de viande rouge, c'est lié à toutes les limites planétaires dont on a parlé, et ça crée aussi des problématiques d'inégalité sociale, et ça interagit avec toutes ces problématiques. Donc voilà un peu ce que fait la santé planétaire. Alors, quand on lit plusieurs documents qui ont été mis dans le cadre de la santé planétaire, donc parce que la question c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les actions qu'on devrait mener si on a cette vision holistique, c'est peut-être très important de le rappeler. Alors moi je vais en donner quelques-unes, mais peut-être vous avez chacun, vous pouvez donner des exemples, parce que c'est quand même une question, on est en train de vous dire que voilà, le vivant est en train de s'effondrer et que nous faisons partie de ce vivant. Hein. Moi je reprends une expression qui vient du pape François, donc voilà, dans l'encyclique Laudato Si, qui parle de la maison commune. Eh bien oui, la biodiversité, c'est notre maison commune. Et la maison commune, si on la détruit, eh bien, nous allons disparaître. C'est clair, c'est aussi simple que ça. Et moi, je suis toujours assez impressionnée. Je ne sais pas si c'est notre... comment c'est ? Est-ce qu'on est lobotomisé ? Est-ce que les hommes et femmes politiques ont perdu, je ne sais pas, le sens de pouvoir entendre que nous avons déclenché, nous, la 6e extinction des espèces et que, par exemple, 60% des vertébrés ont disparu au cours des 40 dernières années. On est quoi, nous ? On est des vertébrés et des mammifères. Et comment peut-on imaginer un seul instant qu'on va laisser continuer ça et que ça ne va pas nous impacter ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est absolument... voilà, c'est pour ça que... souvent, alors on en reviendra avec toi après, mais je vous le dis quand même, l'une des propositions qui est faite par les scientifiques, c'est de se dire, tu l'as dit un petit peu, qu'il faut peut-être non seulement revoir notre rapport au vivant et s'inspirer notamment des peuples premiers, des peuples indigènes, qui malgré les coups de boutoir, ou d'ailleurs ça peut être aussi des populations comme tu les vois en Afrique, hein, peuple indigène, enfin, malgré tous les coups de boutoir de l'histoire et comment on a tout fait pour faire disparaître leur savoir et leur culture, ont gardé un rapport au vivant qui peut nous inspirer, n'est-ce pas ? Et y compris des pratiques médicales, parce que je crois qu'à l'OMS, on les encourage maintenant. Alors, après les avoir, on est d'accord, hein, tenter de les éliminer pendant des décennies, y compris, donc on encourage ces pratiques médicales. Donc, peut-être, j'avais commencé sur les solutions, tu veux dire quelque chose déjà sur les peuples indigènes et voir qu'est-ce que vous Oui, d'accord, parce que je sais que vous travaillez là-dessus maintenant, et qu'à l'ONU en général, non seulement on a fait toute cette réflexion sur ce que peuvent nous apprendre, ce que tu disais, hein, les sachants non académiciens, n'est-ce pas ? Eh bien, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre ? Et puis aussi toute cette réflexion sur les indicateurs de richesse, finalement aussi. Hein. C'est quoi la richesse, en fait, hein, voilà. Merci, Marie-Monique. Oui, donc en fait, effectivement, c'est un point essentiel et qui a été reconnu de plus en plus. Je parlais des médecines en fait traditionnelles et complémentaires en fait, qui sont aujourd'hui reconnues au niveau international. Donc
Au départ, c'est vrai qu'il y avait un axe qui avait été principalement donné avec la médecine chinoise, en fait, qui était prédominante, mais aujourd'hui, on a vu la considération, en fait, par exemple, de la médecine indienne, notamment à travers tout ce qui est médecine ayurvédique, mais aussi avec des structures, par exemple, au niveau de l'Europe, qui s'appellent Eurocam, en fait, qui vont pouvoir identifier, classifier en fait toutes les médecines complémentaires et alternatives. Donc il y a ça aussi aux États-Unis. Donc au niveau, on va dire planétaire, il y a effectivement aujourd'hui une rétrospective qui est faite en fait de l'importance en fait des médecines traditionnelles, on va dire, par exemple la médecine tibétaine, etc. Donc ça c'est passionnant parce que on a réussi, on parlait de dialogue entre les différentes disciplines et les différentes en fait différents secteurs, différentes communautés. Donc ça c'est une avancée majeure de pouvoir arriver à mettre en fait tous les pays ensemble en fait, et puis de voir avec eux dans chaque pays, par exemple, quelles sont toujours en fait les médecines traditionnelles qui sont utilisées et les intégrer en fait, avoir une recherche assez poussée pour aussi promouvoir leur intégration dans les médecines, on va dire, modernes. Et donc, ça a donné, en fait, lieu à... Et je sais que la Suisse, je sais qu'à Saint-Gall, ils ont un institut, en fait, de médecine intégrative. Donc, on parle de médecine intégrative. Et donc là, même aussi en France, par exemple, je sais qu'il y a Montpellier, notamment, qui travaille énormément sur, par exemple, l'utilisation de la méditation pour traiter notamment la problématique des maladies mentales. Ça, c'est un autre volet, en fait, suite d'ailleurs à la crise donc de Covid qu'on a vu. Il y a le problème, en fait, des gens qui sont aussi dans des états de dépression avancée, etc. Donc, comment on prend aussi ce genre de problématiques en considération et le plus rapidement possible. Donc cette médecine en fait intégrative, c'est vraiment pour aussi l'OMS, si tu veux, la médecine du futur, et c'est aussi d'encourager de voir par exemple au niveau de chaque pays quels sont les services de santé, enfin les centres de santé qui sont à même de mettre en œuvre en fait cette médecine dite intégrative. Et donc là, on a pas mal déjà de résultats en fait positifs. Et donc d'ailleurs, on parlait d'interdisciplinarité et de solutions. Notamment, par exemple, là, je travaille en ce moment particulièrement sur l'impact en fait de l'art, par exemple, de la créativité sur le bien-être des personnes. Et on s'est aperçu, quand on regarde aussi la santé, la partie, on va dire, créative, artistique, enfin les artistes en fait, n'ont pas eu un rôle, on va dire, de support social, par exemple. Ça a été minimisé, quoi. Et alors il y a plein d'initiatives extraordinaires en fait dans le monde, notamment par exemple vous connaissez très bien le rôle des clowns à l'hôpital auprès des enfants, etc., mais même auprès des adultes. Enfin, donc il y a tout un tas on va dire d'acteurs qui sont plutôt du domaine en fait artistique ou créatif, qui peuvent aussi être absolument indispensables pour améliorer le bien-être en fait de manière holistique en fait de la personne. Donc c'est encourageant parce que ça veut dire qu'il y a quand même une ouverture en fait pour réconcilier des domaines qui ne l'étaient pas forcément, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit par exemple l'importance de considérer, on va dire, le cerveau droit et gauche ensemble. Donc, comme vous savez, c'est vrai que la pensée scientifique, on va dire, c'était vraiment la pensée purement rationnelle, mais il y a aussi, on parlait des peuples indigènes, donc leur rapport, on va dire, pratiquement intuitif avec le vivant, avec la nature, l'observation, on en a parlé. Donc, comment cette partie-là peut aussi être considérée, en fait, dans notre approche de notre santé, en fait. Et donc là, au niveau, par exemple, de la médecine, mais aussi de la physique, on parle aujourd'hui de physique quantique,
et de médecine quantique. Donc, par exemple, la médecine qui est liée voilà, aux ondes, aux vibrations, etc. Donc, on va beaucoup plus loin dans la compréhension aussi du vivant. Donc, c'est toutes ces disciplines, on va dire, vous voyez, qui sont émergentes, mais qui s'appliquent aussi dans différents domaines. Donc ça, c'est voilà, d'arriver à fédérer, on va dire, comme tu disais, la maison commune, donc à fédérer, voilà, de manière, en fait, pas que collaborative et coopérative, mais bon, moi je parle de co-création, parce qu'en fait, nous, en tant que citoyens, on est co-créateurs, donc on est la solution. Donc c'est vrai que s'il y a un mécanisme de solidarité, d'entraide, de meilleure compréhension aussi et de respect mutuel, on peut fédérer en fait des solutions qui sont inclusives, qui sont bienveillantes pour l'ensemble de l'humanité, quoi. Donc ça, c'est un peu l'approche générale. Ça, c'est très important ce que tu viens de dire, mais je pense que moi, ce qui ressort aussi de l'enquête que j'ai faite avec les scientifiques, c'est qu'ils disent quand même que si on veut éviter le pire, on va faire très efficace, très court, on a besoin des politiques qui prennent des bonnes mesures. Et moi, je voudrais en donner quelques-unes, et peut-être vous pouvez chacun, et on terminera là-dessus, en donner d'autres. Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, parce que moi, je donne voilà, ce que j'ai entendu, hein, par exemple. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, il faut manger beaucoup moins de viande, évidemment, parce que quand on mange beaucoup de viande, eh ben, ça se fait au détriment de terres agricoles, souvent, hein, bien sûr, parce qu'il faut pour nourrir ces animaux, quand on mange beaucoup de viande, il y a beaucoup d'élevages industriels, etc. Donc ça se fait au détriment des terres qui nourrissent aussi les gens. Hein, enfin, et donc ça fait une pression énorme sur l'eau, sur les sols, etc. Et si on mange de la viande, manger de la viande de qualité, distribuée en circuit court, biologique évidemment, parce que local, donc bien sûr on ne mange pas. Donc ça veut dire, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais vous savez qu'il y a un projet de signature d'un accord de libre-échange avec le Mercosur, les pays d'Amérique latine, dont une clause qui fort heureusement fait problème, et j'espère qu'elle disparaîtra, pour vous dire la vérité clairement, une des clauses prévoit l'importation vers l'Europe de bœuf brésilien. Et ben, du bœuf brésilien, ça se fait au détriment de l'Amazonie, c'est très simple. Hein. Donc si on encourage ça, il faut quand même être très clair, parce que quand on parle d'interconnexion, il faut ne pas tomber dans la tentation que nous avons, nous les Occidentaux, je mets tout dans le même sac, d'être arrogant et de dire arrêtez de déforester en Amazonie, d'accord, mais si on importe du bœuf brésilien, c'est qu'on encourage la déforestation en Amazonie. Et il faudrait être un peu cohérent, quoi. Ou dire à l'Indonésie, arrêtez de planter des monocultures d'huile de palme. Sauf que moi, ce que je vois en France, par exemple, et je fais partie de ceux qui l'ont dénoncé, on a autorisé Total, le grand Total français, pour sa raffinerie dans les Bouches-du-Rhône, l'importation de 500 000 tonnes d'huile de palme pour mettre dans les réservoirs des poids lourds, d'accord ? Donc on ne peut pas donner des ordres comme ça à l'Indonésie, vous voyez, et nous, faire ça, vous voyez ? Et ça veut dire aussi que on ne mange plus de viande qui vient des élevages intensifs, si on en mange encore. Enfin, moi, pour ma part, je ne suis pas végétarienne, je mange très peu de viande, étant donné sur une ferme d'éleveurs, mais je ne mange que de la viande de qualité, et je sais d'où elle vient. En tout cas, je ne peux pas manger de viande, moi, personnellement, un poulet, je sais pas n'importe quoi, un cochon, alors le cochon c'est le pire, hein, pour moi, le pire, qui est nourri avec du soja d'Argentine. Hein. Et tous les élevages industriels européens nourrissent leurs animaux avec du soja importé d'Argentine, et moi je l'ai filmé, quand le soja, c'est des millions d'hectares, on déforeste, d'accord ? Donc quand on fait ça, quand on mange du poulet qui n'est pas bio, excusez-moi, là je vais être très très direct, eh bien, on contribue au dérèglement climatique, on contribue à la déforestation et on contribue à l'augmentation du risque infectieux. Il faut être très clair. Moi, ce que j'attends, c'est que les hommes et les femmes politiques le disent aussi clairement que ça. Vous voyez ? Donc, ça, c'est un certain nombre de... Donc, ça veut dire promouvoir l'agriculture biologique. Ça veut dire aussi, évidemment, revoir les politiques de tourisme de masse. Hein ? Moi, je racontais ça dans mon livre « Sacrée croissance » où j'avais imaginé, j'ai écrit mon livre en 2034. Donc, je dis bien 2034. En réalité, c'est en 2014, mais j'ai fait comme si c'était en 2034. J'avais imaginé qu'en 2014, on avait lancé la grande transition et concrètement, comment on avait fait, n'est-ce pas ? Et je disais en 2034, évidemment, il n'y a plus de EasyJet et toutes ces compagnies low cost, parce qu'on ne peut pas faire croire aux Européens qu'on peut aller pour 50 € à Porto, parce que ce n'est pas vrai.
C'est parce qu'on ne paye pas les pilotes, parce qu'on ne paye pas de taxes, parce que, et c'est climat, enfin, c'est très mauvais pour le climat. Donc vous voyez, les mesures holistiques, et c'est ça où c'est plus compliqué, parce qu'on a besoin d'une gouvernance internationale qui reconnecte les activités, qui ne mettent pas sous le tapis ce qu'on appelle les externalités en économie, c'est-à-dire les dégâts que provoquent les activités humaines. On se dit, ceux qui font ces activités, c'est pas notre problème, on verra ça après, sauf qu'on ne peut plus voir ça après, parce que là... Vous voyez, c'est terrible, quoi. On a un océan de plastique, on a l'air qui n'est plus respirable, on a le climat qui se dérègle, on a de plus en plus de maladies, enfin, vous voyez. Donc voilà. Alors, c'est ça aussi, c'est pour ça que je tenais à insister là-dessus, c'est-à-dire que moi, les scientifiques que j'ai interviewés dans mon livre, et toi aussi, tu me le disais, il faut qu'on prenne des bonnes mesures, n'est-ce pas, et si on les prend, c'est bon pour plein de choses, n'est-ce pas? C'est du win-win-win, comme on dit en anglais, c'est ça? Tout à fait. Bon, vous pourrez peut-être conclure de ma part. Je fais partie du groupe de travail des académies suisses sur l'agenda de recherche sur la durabilité. Comment est-ce que la Suisse veut atteindre les objectifs de la durabilité? Et sachez que nous, les scientifiques, nous ne pouvons pas résoudre ce problème. C'est impossible. Cela nécessite un grand dialogue participatif sociétal. Et là, j'enchaîne complètement avec Isabelle. Le changement climatique ou bien la perte de la biodiversité doit se négocier au niveau sociétal. C'est-à-dire, nous devons négocier d'abord au niveau national, mais aussi au niveau international, des interventions qui sont socialement, économiquement et environnementalement acceptables et efficaces. Et donc nous pouvons poser la question à combien sommes-nous prêts à diminuer notre consommation, à combien sommes-nous prêts à réduire notre mobilité extrême. Et je pense l'approche qui est la plus efficace dans ce sens est vraiment une approche participative qui met ensemble vous, la société, les autorités, j'espère qu'il y a des membres des autorités parmi nous, et les scientifiques. Et dans ce triangle, on négocie en fait d'une manière qui crée le moindre de problèmes sociaux possibles, les solutions que nous devons atteindre. Mais l'urgence est là, et je suis très content que Marie-Monique mette tellement le doigt sur les choses. Nous devons agir, nous devons réellement agir. Et vite. Mais ça ne peut pas se résoudre ni par les autorités seules, ni par les scientifiques. Ça doit se résoudre dans un dialogue franc et participatif avec la société. Voilà. Alexandre ? Ok, merci. Donc moi je vais répéter, je travaille pour l'Alliance Santé Planétaire en France, et là je vais vous répéter plusieurs de nos valeurs, de nos moyens d'agir et d'actions concrètes. Quand nous, et on est plutôt jeunes, c'est un jeune mouvement, même s'il y a des grands professeurs comme le Sir Andy Haynes qui a écrit son premier article sur le changement climatique et santé en 1993. On est quand même jeunes et c'est une communauté qui s'est fondée dans l'urgence, mais qui veut voir de l'espoir dans tout ça. Et cet espoir, pour nous, il se base à la fois sur la capacité d'empathie, connecter les gens entre eux, baser nos actions sur la science et essayer d'être le plus inclusif. Et quand on parle de biodiversité, c'est aussi la diversité des êtres humains. Donc ça, c'est au niveau de ce qui vient un peu du cœur et de ce qui engage. Après, une fois qu'on agit, il faut qu'on sache où on va. Donc on pense que nous, la santé planétaire, c'est une boussole qui nous dit voilà, maintenant on a évolué dans le monde, ce qu'on veut, c'est le bien-être du vivant dont nous faisons partie à très long terme. Ça doit être la boussole de nos sociétés aujourd'hui, si on a des sociétés justes et responsables. Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, mais on a besoin d'aller vers ça. Pour ça, il faut les bons indicateurs. Le produit intérieur brut, c'est un indicateur de processus. C'est du capital humain, c'est du capital productif et c'est des flux. Non, c'est pas un objectif de société d'avoir du PIB qui augmente. Ce qu'il faut, c'est que les gens
ils voient leur compte à la fin. Et quand on aura ça, là, on pourra prendre les grandes décisions communes ensemble. Parce que notre gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a des problèmes globaux extraordinaires à prendre en compte, mais les ressources n'ont jamais été aussi inégalement réparties. Et ce que la science, elle prouve, c'est que dans des sociétés ou dans des groupes, même à petite échelle, quand il y a une inégalité, on n'arrive pas à décider ensemble. Même à l'échelle d'une famille, je pense que tout le monde a des exemples ici, quand c'est réparti de manière injuste, on n'arrivera pas à décider ensemble. Donc la justice sociale et environnementale, c'est à la base de toutes les actions. Et ensuite, partant de ça, dans la revue médicale suisse, je vous invite à taper ces petits mots qui s'appellent les co-bénéfices santé-environnement. Il y a beaucoup de recherches qui a été faite sur ça, et on sait maintenant que certaines actions comme la réduction de la consommation de viande, l'augmentation de la mobilité active en lien avec la nature, par exemple, on sait que ça va avoir un impact, ça va améliorer notre santé mentale. Si par exemple on bouge plus, on rencontre plus de gens, on voit plus d'espaces verts autour de nous, ça va améliorer notre santé physique, puisque les deux sont liés et puis qu'on va plus bouger. Comme l'alimentation est meilleure, ça améliore aussi ça, et ça améliore aussi la santé de l'environnement. Et donc il y a des actions qui existent, et les scientifiques les ont prouvées peut-être depuis 40 à 50 ans, elles existent. Maintenant, il faut qu'on élise les bonnes personnes, qu'on essaye de travailler ensemble pour qu'ils les mettent en œuvre. Et je terminerai un peu là-dessus. Voilà, il nous faut une vision nouvelle, mais cette vision nouvelle, elle existe déjà. La santé planétaire, ce qu'on a été obligé de faire, puisqu'on travaille avec des grands savants de populations autochtones à travers le monde, c'est de dire... vous, les Occidentaux, vous définissez comme ça, vous essayez de remettre tous vos secteurs ensemble, mais nous, en tant que population autochtone, notre définition, c'est ça. Et eux, c'est déjà le tout est plus important, et il faut prendre des décisions à très long terme. C'est pour ça que, par exemple, le mouvement Extinction Rebellion en Suisse et ailleurs se base sur des modes de décision qui viennent, ou promeut ça, qui viennent des populations autochtones. Dans certaines populations autochtones, on décide à 7 générations dans le futur. Quand on prend une décision aujourd'hui, on va se dire qu'est-ce que ça fait dans 7 générations dans le futur. En Europe et en Occident, on pense à l'échelle d'un mandat économique ou d'un profit de firme. Et donc, pour terminer, nous, avec l'Alliance Santé Planétaire, on a publié une tribune dans le quotidien Reporter il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Soigner le vivant, c'est soigner notre santé ». Je vous invite à la lire. Il y a eu plusieurs appels ces derniers mois, des journaux scientifiques, de 200 organisations et 4500 professionnels de santé pour agir à la COP26. Il y a aussi une déclaration de Sao Paulo pour la santé planétaire qui est sortie, qui a été signée par plus de 200 organisations dans le monde de plus de 50 pays. Elle appelle à tous les secteurs à agir, les agriculteurs, les artistes, les politiciens, le monde des médias, les professionnels de santé. Donc il y a tout un plan d'action, on sait ce qu'il faut faire. Et voilà, nous ce qu'on pense, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'être humain en bonne santé sur une planète malade. Nous n'avons qu'une seule santé, et cette santé maintenant elle est planétaire, puisque l'être humain à l'Anthropocène est devenu la principale force de modification de la planète, d'un point de vue géophysique. Et enfin, l'amélioration de la santé du vivant, dont celle des êtres humains, qui doit être associée à la justice sociale et à la justice environnementale, le respect de la biosphère. Ça doit devenir la colonne vertébrale d'une société juste et responsable aujourd'hui. Merci. Alors, on va s'arrêter là, n'est-ce pas ? À 17h, on présente... je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre là-bas. On a dit qu'on avait besoin des élus. Et déjà, les élus locaux, vous allez voir, j'ai fait un film qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend ?», qui montre ce qu'a fait un village en Alsace, pas très loin d'ici, n'est-ce pas, grâce à un maire et un conseil municipal extrêmement... qui ont cette vision holistique. Alors, je ne sais pas si c'est à cette génération, mais en tout cas, pas à court terme. Et on voit comment on peut faire cette transition et la réussir localement dans tous les domaines de la vie. Et la bonne nouvelle, c'est que ça les rend heureux. Vous voyez ? Et ça, moi j'insiste beaucoup là-dessus, parce que quand on dit ça comme ça, c'est terrible d'entendre la biodiversité s'effondre, le risque qu'il y aura de plus en plus de pandémies, etc., le climat, etc. Mais moi je dis souvent, il faut le faire le constat, hein, parce que c'est important de constater qu'effectivement nous sommes en zone de turbulence, hein, de grand danger, nous l'humanité. Hein. Je dis bien l'humanité, hein, pas la planète, hein, parce que la planète elle continuera à tourner sans nous. Hein. Donc, mais que
ce qui est la bonne nouvelle, c'est que quand on change de cap, y compris personnellement, eh bien on va mieux qu'avant, parce que qu'est-ce qui est flippant aujourd'hui, c'est tout ça, c'est toutes ces incertitudes et tout ça. Mais quand on voit que ce futur qu'on aimerait voir émerger, il est désirable, eh bien ça donne envie non seulement de continuer à vivre, n'est-ce pas, de continuer à faire des enfants. Je dis ça parce que dans la génération de mes enfants, ben, il y en a plein qui commencent à se demander s'ils vont en faire des enfants. C'est pas bon signe, hein, quand une génération entière s'interroge sur est-ce qu'il est bien raisonnable de mettre des enfants au monde. Moi je dis oui, tu suis souvent... Je pense nous devons quand même finir sur un temps optimiste dans le sens que vous savez, je veux pas minimiser les problèmes, mais Luther, voilà. On dit que c'était Luther, mais c'est pas sûr, mais il disait que s'il savait que demain le monde s'effondrerait, il planterait encore un pommier. C'est une métaphore, mais je crois quand même que l'humanité a la force et l'intelligence de se réunir les forces pour pallier à cela. Et personnellement, pour moi, c'est aussi ma foi qui me donne la force pour vraiment avancer, pour avoir l'optimisme dans les plus grands problèmes, d'avancer et de ne pas perdre l'espoir. Merci. Participation du public, nous la mettons en œuvre au sein des rencontres Orient-Occident et on prévoit toujours un temps pour les questions. Vous avez soulevé des tas de problèmes, donc si jamais... donc il n'y a pas beaucoup de temps, puisque le film commence à 5 heures. Oui, il faut que j'aille signer il y a la librairie aussi. Si certaines personnes ont des questions à poser, je suis obligée de prendre le micro parce qu'il n'y a pas d'eau. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Merci pour avoir parlé de l'environnement, des solutions et chacun de vous a apporté aussi une nouvelle manière de penser les choses et ça m'a fait trop réfléchir à aussi, moi je viens du Liban et en parlant d'écologie, il y a quand même toujours des gens qui sont tellement passionnés pour préserver tout ce qui est écologique et ça a besoin beaucoup d'efforts dans un pays comme le Liban puisque le gouvernement n'est pas présent. On n'a pas des gens dans la politique qui sont élus qui vraiment travaillent sur ça et on n'a pas de quelque chose à suivre, une démarche à suivre pour y arriver. Donc parfois on trouve en tant que groupes un peu marginalisés qui sont toujours là en train de travailler sur ces sujets pour pouvoir sensibiliser les gens et tout. On fait face à parfois comme ça c'est personnel, je ne le dis pas avec mon groupe Liban, mais comme une chute que on ne va pas pouvoir y arriver parce que déjà on a beaucoup de travail à faire et là ça devient un peu pesant et donc, vous avez parlé de foi, mais parfois je trouve que la foi est importante, mais aussi il y a une action qui doit se passer sur le terrain pour qu'elle renforce cette foi pour trouver comme un résultat. Et juste être en action et révolter et travailler sans résultat, parfois ça diminue la foi. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vrai. Moi, je veux bien répondre. Hier après-midi, j'étais à Genève avec la Croix-Rouge genevoise et avec une collègue qui est scientifique en climat et système alimentaire. On formait des jeunes en réinsertion entre 15 et 20 ans au changement climatique, les impacts pour la santé. Et personnellement, moi, quand je fais face à tout ça, j'essaie de garder espoir. Mais d'avoir juste une action où on a 8 jeunes qui ne comprenaient pas vraiment ce qu'était le changement climatique et les impacts sur la santé, ça aide beaucoup. Ça, c'est juste pour l'exemple récent. Au niveau de la santé planétaire ou du changement climatique et santé, on a une de nos membres cofondatrices qui s'appelle Alice Desbiol, qui a écrit un livre qui s'appelle Éco-anxiété,
je ne me rappelle plus du sous-titre, comment vivre bien dans un monde abîmé. Voilà, je pense que c'est ça. Et elle explique tout ce processus à la fois de prise de conscience, ce que tu mentionnes, moi par exemple, quand j'ai découvert la collapsologie, donc qui est l'étude des effondrements des sociétés qui revient en avant. Il y a 10-15 ans, on pensait que les gens qui parlaient de décroissance et d'effondrement, c'était des fous, des uluberlus dans tous les médias occidentaux, et maintenant on les écoute. Et quand on plonge là-dedans, moi personnellement j'ai fait une petite, pas une dépression, mais un moment de tristesse de 3-4 semaines, et suite à cette prise de conscience, on se rend triste, on se dit on va pas y arriver, alors là on commence à lire toute la science existante. Greta Thunberg, c'est un bon exemple. C'est une enfant qui s'est rendue compte de tout ça et s'est mise à tout lire. Et maintenant, elle connaît le sujet aussi bien que certains scientifiques. Et après, une fois qu'on a compris que de toute façon, c'était lié à notre action individuelle, ben oui, on agit chacun à notre niveau. Alors moi, je suis un peu nomade, j'ai beaucoup voyagé, j'ai du mal à m'inscrire dans le local. Donc j'ai décidé avec des collègues de fonder une association, de faire du lien entre les scientifiques, les décideurs, d'amener des modèles et des interventions. Et il y a plein de différentes manières d'agir. Et juste la manière de faire ses courses, la manière de s'habiller. Toute petite action est importante. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a différents niveaux et d'essayer d'agir à tous les niveaux en même temps. Merci. Oui, en fait, comme exemple récent, là, on a eu l'opportunité avec les Nations Unies de faire une exposition en fait sur la résilience et justement qu'est-ce que ça veut dire pour les individus, mais aussi pour les collectivités en fait locales. Et donc là, l'idée, c'était de faire un appel à artistes et là, c'est de voir par exemple l'engouement. Parce que effectivement, quand on est par exemple dans son pays, au Liban, et qu'il y a la destruction et que voilà, on est sur une vision en fait pays, mais après quand on s'interconnecte avec d'autres pays en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a de l'espoir. Donc par exemple sur cette exposition, on a réussi à avoir plus de 80 artistes qui ont répondu à cet appel en fait. Et l'exercice c'était de leur demander par exemple leur parcours de vie, hein. Voilà, comment l'art, enfin le fait d'avoir découvert l'art. Alors souvent en plus c'était intéressant parce que c'était à la fois des scientifiques et des artistes, parce que souvent on dit c'est pas lié, mais en fait on peut très bien être artiste. Moi-même je le suis, artiste et scientifique, donc c'est pas opposé. Et donc justement, eh bien, la créativité va amener cette espérance, va amener quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Et donc là, c'est très très beau parce qu'en fait, c'est des artistes, surtout des jeunes, en fait, de partout, de tous les pays du monde, en fait, et qui vont expliquer, par exemple, voilà, comment l'art leur a permis, notamment, par exemple, de présenter l'écologie où ils vivent sous forme artistique, de communiquer, en fait, avec leur communauté. Ça peut être un artiste, je me souviens, qui a dit je veux contribuer plus que en faisant des expositions dans des galeries, mais mettre son art au service des hôpitaux. Ça peut être, par exemple, ça c'est pour le secteur de la santé, mais aussi dans l'éducation. Donc, par exemple, en Afrique du Sud, où durant la crise de Covid, il y a eu des violences, en fait, surtout au niveau des foyers, terribles. Et donc, comment, en fait, ces personnes ont été chercher ces jeunes, en fait, qui étaient traumatisés, en fait, par les violences domestiques et qui ont permis, en fait, de la résilience de ces personnes-là à travers, en fait, la création artistique pour justement externaliser, en fait, ces traumatismes. Donc là, ça montre aussi que, voilà, il y a une résilience au niveau, c'est ce qu'on a voulu nous démontrer avec l'exposition, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, et donc organisationnel, et donc sociétal. Et c'est vrai que la solution, elle est quand même dans la mise en lien, mais la mise en lien aujourd'hui, on disait planétaire. Donc le fait de savoir que quelqu'un au Mexique ou quelqu'un je sais pas, en Russie, finalement, a la même histoire, finalement, de résilience ou de vie. En fait, on est beaucoup plus liés, dans les valeurs, on va dire, universelles, qu'on ne pense, en fait, sur la planète. Donc, c'est un peu ça qu'il faut mettre en avant, en tout cas, j'espère, sur les Nations Unies, mettre en valeur ce qui nous lie. Donc, les valeurs universelles et pas ce qui nous divise, en fait. Donc, là, je m'arrêterai là. J'aimerais
pour mettre tout ça en évidence. Ça m'a beaucoup frappé de voir, même s'il y a des recherches qui sont en cours depuis longtemps, d'être au fait de l'actualité et de mettre ensemble toutes ces thématiques et les rendre surtout abordables pour un public qui n'est pas scientifique. Parce que moi, je vous remercie en tant qu'Élienne, parce que franchement, votre livre, avec toutes les rencontres, la chronologie, l'enchaînement des faits, ça me donne des arguments à moi, des listes, pour en parler avec d'autres personnes sur n'importe quel terrain que ce soit. Donc, je vous remercie. Et j'ai découvert aussi beaucoup de choses extrêmement intéressantes à la lecture de ce livre, en particulier les liens avec les animaux. J'ai beaucoup aimé le chapitre où vous intervenez, M. Zital, mais j'ai aussi apprécié d'avoir un éclairage sur les savoirs des animaux eux-mêmes en rapport avec leur biodiversité locale. Donc ça veut pas dire que les scientifiques ont pour mission de découvrir les molécules utilisées pour en faire des médicaments ici, mais de l'importance des enjeux sur place. Donc pour ça, je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Je suis très heureuse parce que le prix a obtenu la semaine dernière, il y a 15 jours, le prix du meilleur livre d'investigation et de recherche scientifique et environnementale. Et je suis très contente. Il est en traduction en 10 langues pour l'instant, donc c'est super. Et on vient de passer les 50 000 exemplaires. Voilà. Et maintenant, il faut qu'il arrive dans toutes les bonnes mains, donc les citoyens et citoyennes évidemment, mais aussi les hommes et femmes politiques. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup.